Mon mari et ma meilleure amie se sont mariés en secret à Ibiza. J'ai fait semblant de ne rien savoir, j'ai vendu en silence la maison qui était à mon nom et j'ai déménagé à Valence. Une semaine plus tard, il m'a appelé, désespéré. Jamais je n'aurais pensé que le jour où mon mariage s'effondrerait commencerait par un après-midi si tranquille. Ce jour-là, Paris venait d'entrer dans les premiers jours d'octobre. Il ne pleuvait pas, mais les nuages étaient bas et lourds. Mon mari, Mathieu, m'a dit qu'il devait se rendre à Lyon pour 3 jours afin de rencontrer des partenaires. Avant de partir, il s'est retourné et m'a demandé, « Ma mère a souvent mal au genou la nuit. Garde un œil sur elle pour moi. » J'ai acquiescé comme je l'avais fait pendant les 4 années où j'avais été sa femme. « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de la maison. » Mathieu m'a déposé un léger baiser sur le front. À ce moment-là, je me croyais encore l'épouse aimée d'un homme bon. À midi, ma belle-mère, Madame Carmen, était assise dans le salon à regarder une vieille opérette à la télévision. Elle avait craché les écales de graines de tournesol partout sur la nappe que je venais de changer. « Camille, apporte-moi une camomille chaude. Mais plus de miel. Qu'elle ne soit pas fade comme la dernière fois. » J'étais en train de réviser des documents dans le bureau. En l'entendant, j'ai répondu immédiatement, « J'arrive tout de suite. » Avant de me marier, j'avais été avocate d'affaires dans une société immobilière. Après la mort de mon beau-père, Mathieu m'avait convaincu de quitter mon travail pour m'occuper de sa mère. Près de 3 ans ont passé, et ma belle famille semble avoir oublié que je gérais autrefois des contrats de plusieurs dizaines de millions d'euros. Je suis descendue avec l'infusion. Madame Carmen a pris une gorgée et a froncé les sourcils. « Comment suis-je censée boire ça si chaud ? Tu veux me brûler la bouche ? Je suis désolée. Je vais y ajouter un peu d'eau froide. » Elle a posé la tasse sur la table avec une telle force que le liquide s'est renversé. « Tu es mariée depuis tant d'années et tu ne sais même pas faire les choses les plus simples. Et pour couronner le tout, tu ne peux même pas donner naissance à un enfant. Cette famille est maudite avec toi. » Ma main s'est arrêtée. Les résultats médicaux montraient que j'étais en parfaite santé, mais Mathieu trouvait toujours l'excuse d'être trop occupé pour aller faire les tests. Avec le temps, j'ai cessé d'insister. J'ai nettoyé l'eau renversée et je suis retournée au bureau pour chercher les titres de propriété d'une parcelle dans le village que Madame Carmen voulait mettre au nom du frère cadet de Mathieu. L'armoire en bois contre le mur avait 3 tiroirs. En ouvrant le dernier, le bout de mes doigts a effleuré le bord d'un papier coincé sous la planche du fond. J'ai utilisé une règle pour faire levier avec précaution. Une enveloppe de couleur crème est tombée. Le rabat avait été ouvert et recollé maladroitement. Mon cœur a commencé à battre la chamade. À l'intérieur se trouvait une liasse de photos, un compromis de vente pour un appartement et un reçu de réservation pour un complexe de luxe en Corse pour un mariage. La première photo a fait disparaître tout le son autour de moi. Mathieu se tenait sous une arche de fleurs blanches, vêtu du costume bleu foncé que j'avais moi-même fait retoucher. À côté de lui se tenait Hélène, ma meilleure amie depuis l'université. Elle portait une robe de mariée avec un bouquet dans une main, l'autre posée sur son ventre. Ils se regardaient en souriant comme si au monde n'avait jamais existé une épouse nommée Camille. Au dos de la photo, l'écriture de Mathieu, le jour où nous sommes enfin devenus l'un à l'autre, il y a 6 mois. Il avait dit qu'il allait à Lyon pour un congrès, et Hélène m'avait raconté qu'elle devait se rendre en Corse pour superviser un événement. Avant son départ, je l'avais même aidé à choisir des robes. J'avais préparé de mes propres mains les bagages pour le voyage que mon mari et ma meilleure amie avaient utilisé pour se marier en secret. Le papier suivant était un compromis de vente pour un appartement de luxe dans le quartier du Marais, d'une valeur de plus de 350 000 €. L'acheteuse était Hélène. Celui qui avait fait le virement de l'acompte de 30 000 € était Mathieu. La date du virement coïncidait avec le jour où il m'avait dit que son entreprise traversait une mauvaise passe et m'avait demandé de retirer 10 000 € de mes économies pour l'aider. Je me suis souvenu qu'il m'avait serré dans ses bras ce jour-là. Quand le projet rapportera des bénéfices, je te le rendrai. Entre nous, il n'y a pas de compte à faire. Je l'avais cru. J'avais même vendu des boucles d'oreilles en or que ma défunte mère m'avait laissées. Mathieu les avait acceptées sans poser de questions. La dernière photo montrait Hélène assise dans une clinique privée,
tenant une échographie. Mathieu était agenouillé à côté d'elle, l'oreille collée à son ventre. La photo avait été prise il y a 10 jours. Grossesse de 12 semaines. L'odeur étrange de parfum sur la chemise de mon mari m'est revenue en mémoire. Les questions d'Hélène sur nos biens matrimoniaux et les mots que ma belle-mère avait prononcés une fois. Pour un homme qui a du succès, il est difficile d'éviter les tentations à l'extérieur. Il s'est avéré que ce n'était pas des négligences. Seul moi avais été tenu à l'écart de la vérité. Sous les photos se trouvait également une ébauche d'accord financier. Mathieu prévoyait, après avoir encaissé son projet, de transférer 100 000 € de plus à Hélène et d'utiliser le nouvel appartement comme foyer pour elle et le bébé. En bas, Madame Carmen a de nouveau crié « Camille, où t'es-tu fourrée ?» Descends me masser les jambes. J'ai serré les lèvres. L'enveloppe n'aurait pas pu tomber seule au fond du tiroir. Mathieu n'utilisait presque jamais cette vieille armoire. La seule personne qui y rangeait régulièrement des choses était ma belle-mère. Elle savait. Peut-être le savait-elle depuis le début. Peut-être que lorsqu'elle me reprochait de ne pas pouvoir lui donner un enfant, elle savait déjà que le petit-fils qu'elle désirait tant était dans le ventre de ma meilleure amie. J'ai senti une douleur aiguë dans la poitrine, mais mon esprit était étrangement lucide. Je n'ai pas pleuré. Du moins, je ne me permettrai pas de pleurer dans cette maison. J'ai photographié tous les documents, vérifiant les dates, les comptes et les codes de transaction. Mon habitude professionnelle est revenue soudainement. J'ai sauvegardé les fichiers dans un dossier sécurisé et envoyé une copie à mon ancienne adresse email. Puis j'ai tout remis exactement à sa place. En descendant les escaliers, mon visage affichait déjà le calme. Madame Carmen était allongée sur le canapé, une jambe sur un coussin, me montrant du doigt. Je te demande de me masser et tu mets une éternité. Tu ne rapportes pas d'argent à la maison et tu n'es même pas capable de t'occuper de ta belle-mère. Je me suis assise et j'ai commencé à lui frotter doucement les genoux. Ça vous fait très mal ? Elle a reniflé. Si à l'avenir je dois dépendre de toi, je finirai sûrement par mourir dans la rue. J'ai baissé la tête, dissimulant la froideur qui envahissait mes yeux. Ne vous inquiétez pas. Je m'organiserai pour que vous ayez un endroit bien meilleur où vivre. Cette maison a trop d'escaliers. Elle a pensé que j'essayais de lui plaire. Eh bien, dis à Mathieu d'acheter un appartement avec ascenseur. J'en ai marre de monter les escaliers. Je lui ai continué à masser les genoux d'une voix aussi douce que si je n'avais jamais vu ses photos. Oui. Quand Mathieu reviendra, j'en parlerai avec lui. Dehors, le vent d'automne soufflait avec force. Madame Carmen a continué à parler du grand appartement et du fauteuil de massage qu'elle voulait. J'ai écouté en silence, car à partir de ce moment, j'ai su que cette maison changerait bientôt de propriétaire. Ce mariage était également sur le point de se terminer, mais avant de partir, je ferai en sorte que chacun d'eux signe de ses propres mains le prix de sa trahison. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mathieu m'a appelé en visioconférence après 22 heures. Derrière lui, on voyait une chambre d'hôtel très lumineuse et, par la baie vitrée, on devinait de hauts immeubles. Il a dit qu'il était à Lyon, mais j'ai reconnu sur la table une brochure d'un complexe de luxe en Corse. Il m'a regardé avec ce regard tendre et familier. Maman est déjà endormie ? J'ai gardé ma voix normale. Elle vient de prendre son cachet. Elle a mal au genou, mais ce n'est pas grave. C'est dur pour toi. Dès que ce projet sera terminé, nous engagerons quelqu'un pour s'occuper d'elle. Si je n'avais pas vu ces photos, j'aurais peut-être été émue. Maintenant, chacune de ces paroles de sollicitude ne me donnait que des frissons. Je n'ai pas démasqué son mensonge. J'ai posé le téléphone sur le support et j'ai ouvert le carnet que j'avais préparé. Mathieu, cet après-midi, ta mère a de nouveau mentionné le fait de changer de maison. Le regard de Mathieu a vacillé un instant. Qu'a-t-elle dit ? Qu'elle veut déménager dans un appartement avec ascenseur près de l'hôpital. Je pense qu'à son âge, c'est une demande raisonnable. Il est resté silencieux quelques secondes, comme s'il calculait. La maison actuelle était dans un quartier central. Sa valeur n'était pas faible. Si elle était vendue,
l'argent serait suffisant pour couvrir une grande partie de ce qu'il lui restait à payer pour l'appartement qu'il avait secrètement acheté à Hélène. J'ai compris cela, alors j'ai continué exprès. J'ai une connaissance qui cherche à acheter une maison dans ce quartier. Ils accepteraient de payer environ 400 000 €, les papiers sont en règle et la livraison peut être rapide. Mathieu s'est redressé immédiatement. 400 000 €? Vraiment? J'ai juste demandé vaguement. Notre maison donne sur la rue principale. Elle est spacieuse et a une place de garage. Ce ne sera pas difficile de la vendre. Il a froncé les sourcils. Mais si nous la vendons, où vivra ma mère? Je l'ai regardé à travers l'écran. Nous pouvons louer un appartement temporaire pour quelques mois, puis utiliser l'argent de la vente pour lui acheter un meilleur appartement. Le reste, tu peux l'investir dans ton projet. Cette dernière phrase a fait disparaître la méfiance du visage de Mathieu. Son projet avait vraiment besoin de liquidité. S'il obtenait quelques milliers d'euros supplémentaires, les bénéfices seraient énormes. Entre nous, quel compte faut-il faire? Mon argent est aussi ton argent. Mathieu m'a regardé un long moment, puis a soupiré de soulagement. Peut-être a-t-il vu que l'épouse stupide en face de lui était toujours la même. Il a adouci sa voix. Camille, je sais que tu penses toujours à la famille. Quand le projet sera un succès, je te le compenserai sans faute. Me compenser? Ce mot était comme un couteau émoussé. J'ai acquiescé. Après l'appel, je suis resté immobile dans l'obscurité. L'écran fraîchement éteint reflétait encore mon visage pâle. J'avais posé le premier appât, mais la maison n'était pas à mon nom. Après la mort de mon beau-père, Madame Carmen et Mathieu en avaient hérité à parts égales. Pour la vendre légalement, ils devaient tous les deux être d'accord. Si je me précipitais, ils se méfieraient. Le lendemain matin, j'ai appelé ma cousine Sophie. Elle avait travaillé avec moi dans l'immobilier et dirigeait maintenant un cabinet d'avocats et de conseils immobiliers. En m'écoutant, elle est restée silencieuse un long moment. Tu es sûre de vouloir aller jusqu'au bout avec ça? J'ai regardé la photo de mariage enregistrée sur mon téléphone. Je ne veux pas prendre ce qui ne m'appartient pas, mais ce que j'ai sacrifié pendant 4 ans, je dois le récupérer. Sophie a été très claire. En aucun cas tu ne peux t'approprier leurs biens par la force. Pour que ce soit sûr, tout doit être basé sur des documents volontaires, des contrats transparents et tes droits légaux. Je comprends. La première chose est de déterminer les biens communs, les biens propres et les montants que tu as apportés. La deuxième est de rassembler des preuves de l'infidélité. La troisième est qu'ils ne sachent pas que tu as découvert. J'ai demandé, et s'ils décident de mettre la maison à mon nom volontairement? Dans ce cas, tu aurais le droit d'en disposer, à condition que la cession ne soit pas pour échapper à des dettes ou cacher d'autres obligations. Mais je te préviens, Mathieu ne te cédera pas la maison entière si facilement. J'ai souri légèrement. Il le fera s'il croit que cela l'aidera à obtenir plus d'argent. L'après-midi, j'ai emmené Madame Carmen à un hôpital privé pour un contrôle de ses genoux. Sur le chemin du retour, j'ai délibérément demandé au chauffeur de taxi de passer par le quartier du Marais. Madame Carmen a regardé les immeubles avec leurs portails en marbre, les concierges ouvrant les portes et les voitures de luxe entrant et sortant, et ses yeux se sont immédiatement illuminés. Les appartements ici doivent être très chers. Je lui ai répondu, un appartement de 3 chambres ici coûte environ un demi-million d'euros, avec ascenseur privé, salle de sport et personnel d'assistance pour les personnes âgées. Madame Carmen m'a regardé. Si nous vendons la maison actuelle, nous aurons assez pour en acheter un, je suppose. Il faudra probablement demander un prêt hypothécaire ou attendre que le projet de Mathieu rapporte des bénéfices. En entendant parler de prêt, elle s'est immédiatement agacée. Je ne veux pas vivre dans une maison qui a des dettes envers la banque. J'ai dit lentement, il y a aussi une autre façon. Si vous mettez la maison actuelle à mon nom, je pourrais m'occuper de la vendre et de demander le prêt hypothécaire pour la nouvelle maison à mon nom. Mathieu est en charge d'un grand projet. Si son patrimoine varie beaucoup, cela pourrait affecter le profil financier de son entreprise. Madame Carmen m'a regardé avec méfiance. La mettre à ton nom? J'ai acquiescé calmement.
Ce serait seulement pour être la titulaire pour aider la famille. Après l'achat du nouvel appartement, vous pourrez le mettre au nom de qui vous voudrez. Elle n'a pas répondu immédiatement, mais j'ai su que la graine de la cupidité avait été plantée. Cette nuit-là, je l'ai entendu parler au téléphone avec Mathieu depuis sa chambre. Il parlait très bas, mais j'ai pu entendre une phrase, « Camille est plus molle que du pain. Ce n'est pas grave de la mettre à son nom, tant que tu t'assures de m'acheter un meilleur appartement après. » Je suis restée dans le couloir, les mains serrées. Il continuait de me mépriser, et ce même mépris allait ouvrir la porte qui me permettrait de sortir de ce mariage. Le lendemain matin, Mathieu est rentré à Paris plus tôt que prévu. Le bruit des roulettes de sa valise dans le salon a fait se lever Madame Carmen immédiatement. Elle a marché rapidement vers la porte, le visage aussi radieux que si elle ne s'était pas plainte de ses genoux de toute la semaine. « Tu es déjà là. Le voyage s'est bien passé ?» Mathieu a pris sa mère par les épaules, mais son regard s'est rapidement tourné vers moi. « Tout s'est plutôt bien passé. S'il n'y a pas de changement, le mois prochain, les fonds du projet nous seront versés. » J'étais en train de mettre le petit déjeuner sur la table. En entendant cela, j'ai souri légèrement. « Tu arrives à temps. J'ai rendez-vous avec Sophie cet après-midi pour parler de la maison. » La main de Mathieu, qui était en train d'enlever sa montre, s'est arrêtée. « Si vite ? Ma mère est impatiente. Hier, elle m'a dit qu'elle voulait déménager dans un appartement avec ascenseur avant l'arrivée de l'hiver. » Madame Carmen est intervenue immédiatement, « C'est ça. Cette maison est très vieille et a beaucoup d'escaliers. Quel est l'intérêt d'attendre que mes jambes ne puissent plus marcher pour en changer ?» Mathieu s'est assis avec une expression pensive. Je savais qu'il se fichait que sa mère doive monter des escaliers ou non. Ce qui le faisait hésiter, c'était comment obtenir l'argent de la vente sans que je me méfie. J'ai posé un bol de soupe chaude devant lui. J'ai déjà calculé. Si la maison est mise à mon nom, je m'entendrai directement avec l'acheteur. L'argent de la vente ira sur un compte séparé pour payer le nouvel appartement et apporter du capital à ton projet. Ainsi, le profil financier de ton entreprise ne sera pas affecté. Mathieu a levé les yeux. Qui t'a dit de faire comme ça ? Sophie dit que c'est la manière la plus rapide et la plus transparente. En entendant le nom de Sophie, son regard est devenu prudent. Il savait qu'elle connaissait la loi et était difficile à tromper. Il a demandé, « Elle est au courant de mon projet ?» Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai seulement dit que tu avais besoin de capital. Je ne raconte pas tes affaires aux gens de l'extérieur. La réponse l'a détendu. Je suis encore l'épouse qui sait garder les apparences pour son mari. Du moins, dans son esprit, je l'étais toujours. L'après-midi, Sophie est arrivée à la maison avec un dossier méticuleusement préparé. Elle n'apportait aucun document qui les ferait sentir qu'ils tombaient dans un piège. C'étaient toutes des formalités courantes dans les transactions immobilières. Elle a posé l'ébauche sur la table. La maison actuelle est un héritage de Madame Carmen et de Mathieu. Ils peuvent la vendre directement à l'acheteur, mais s'ils veulent donner plein pouvoir à Camille, il est nécessaire de faire un acte de donation ou de cession de la propriété. Madame Carmen a froncé les sourcils. Si nous la lui donnons, que se passe-t-il si ensuite elle ne veut pas nous rendre l'argent ? Avant que je puisse parler, Mathieu s'est mis à rire. Maman, tu penses trop. Camille vit avec moi depuis 4 ans. A-t-elle déjà décidé quelque chose par elle-même ? Cette phrase a été dite si naturellement, mais à l'intérieur, j'ai senti comme si une couche de glace me transperçait. Tu ne me fais pas confiance, tu as juste confiance en mon incapacité à me rebeller. Sophie a dit calmement, si la famille n'est pas tranquille, on peut rédiger un document additionnel confirmant que le but de la cession des droits est de faciliter la transaction. Tous les paiements se feront par la banque. Pas d'espèces. Mathieu a pris le dossier pour le réviser. Il a lu les premières pages avec beaucoup d'attention, mais les clauses les plus importantes étaient rédigées conformément à la loi. Sans ambiguïté. Je ne comptais pas le tromper avec de faux documents. Je voulais qu'il, en pleine possession de ses moyens, volontairement et légalement, mette le pouvoir de décision entre mes mains. Après presque 1 heure de discussion, Madame Carmen ne voulait toujours pas signer. Elle m'a regardé.
Tu dis que le nouvel appartement coûte un demi-million. Si nous vendons l'ancienne maison pour 400 000, d'où sortons-nous ce qui manque? J'ai regardé Mathieu. Il a dit que le projet recevrait bientôt un financement, que ce qui manquait pourrait provenir de ses bénéfices. Après l'achat de l'appartement, s'il reste quelque chose, je te le transférerai pour que tu l'investisses. Mathieu est resté silencieux. Je savais qu'il pensait à l'appartement du Marais d'Hélène. Il avait besoin de plus d'argent avant l'échéance du prochain paiement du compromis. Peu après, il s'est adressé à sa mère. Signe, maman. Le nouvel appartement sera à ton nom. Camille s'occupera seulement des papiers pour nous. En entendant que le nouvel appartement serait à son nom, l'expression de Madame Carmen a changé immédiatement. Vraiment? Est-ce que je t'ai déjà laissé perdre au change? Elle a pris le stylo et a signé sans hésiter. C'était au tour de Mathieu. Son téléphone a vibré. Sur l'écran est apparu le nom d'un partenaire, mais à son regard pressé, j'ai su que c'était Hélène, enregistrée sous un autre nom. Sophie l'a averti, pouvez-vous répondre après avoir signé, Mathieu? Le notaire est sur le point de fermer. Il est revenu, a parcouru rapidement les pages et a signé. Au dernier trait, j'ai clairement entendu le battement de mon propre cœur. La première clé était déjà entre mes mains. Le soir, Mathieu a dit qu'il devait sortir pour rencontrer un client. Il a mis une chemise neuve et le parfum qu'il n'utilisait que pour les grandes occasions. Je suis restée à la porte, l'aidant à ajuster son col. Tu rentreras tard? Peut-être. Ne m'attends pas, à peine s'était-il retourné que j'ai reçu un message de Sophie. Documentation valide. Demain matin, je dépose les formalités. Mais souviens-toi, quand la maison sera à ton nom, toutes les étapes suivantes devront aussi être faites de manière strictement légale. J'ai répondu, je comprends. Je vais seulement récupérer ce qui est à moi. Cette nuit-là, Hélène a publié une photo sur son compte secondaire. Sur l'image, on voyait la main d'un homme posée sur la sienne et, à côté, une bague en diamant. Le texte ne contenait que quelques mots, bientôt. J'ai remarqué la montre au poignet de l'homme sur la photo. C'était le cadeau que j'avais acheté à Mathieu pour notre anniversaire de mariage l'année dernière. J'ai enregistré la photo et éteint mon téléphone. Hélène avait raison. Chacun était sur le point de retourner à sa place. Elle resterait aux côtés de l'homme qu'elle avait choisi, et moi, je sortirais de la maison qui ne m'avait jamais vraiment appartenu. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Nous souhaitons beaucoup de santé et de paix à tous les auditeurs. Le lendemain matin, lorsque le dossier de changement de propriétaire a été déposé, Sophie m'a appelé. À partir de maintenant, tu dois être très calme. Un seul signe étrange et il pourrait faire marche arrière. J'étais près de la fenêtre, regardant Madame Carmen appeler ses proches pour se vanter que son fils allait lui acheter un appartement de luxe d'un demi-million d'euros. J'ai répondu à voix basse, j'ai attendu 4 ans. Quelques jours de plus ne sont rien. Mais je ne savais pas que ce matin-là même, Hélène m'enverrait un message. Une phrase courte, mais suffisante pour mettre en péril tout mon plan, nous devrions nous voir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai regardé le message d'Hélène un long moment, mais je n'ai pas répondu immédiatement. La phrase, avant qu'il ne soit trop tard, m'a fait comprendre qu'elle ne me donnait pas rendez-vous pour se remémorer notre amitié. Peut-être que Mathieu lui avait parlé du changement de propriétaire de la maison. Ou peut-être qu'Hélène s'était rendu compte que le plan d'acheter l'appartement dans le Marais était en danger parce que tout l'argent passerait par mes mains. J'ai fait une capture d'écran du message et l'ai envoyé à Sophie. Elle m'a appelé presque instantanément. N'y va pas seule. Si tu dois la voir, choisis un lieu public et enregistre toute la conversation. J'ai répondu calmement, c'est elle qui a pris l'initiative de me chercher, ce qui signifie qu'elle est inquiète. Je veux savoir jusqu'où leur plan est préparé. Exactement à 15 heures, je suis arrivée dans un café près du jardin du Luxembourg. Hélène attendait déjà dans le coin du fond. Elle portait une robe ample de couleur crème et une veste fine par-dessus. La coupe de la robe avait été habilement choisie pour dissimuler son ventre naissant. À son annulaire se trouvait la bague en diamant de la photo de la veille. En me voyant entrer, Hélène s'est levée immédiatement avec un sourire amical. Camille,
Ça fait une éternité que nous ne nous sommes pas assises seules. J'ai tiré la chaise et me suis assise en face d'elle. Tu es toujours en voyage d'affaires et moi je m'occupe de ma belle-mère. C'est difficile de se croiser. Le regard d'Hélène a vacillé en entendant le mot « belle-mère », mais elle a rapidement baissé les yeux pour remuer son verre d'eau. J'ai entendu dire que Mathieu veut vendre votre maison. J'ai faim la surprise. Comment le sais-tu? Elle a fait une pause avant de répondre. Mathieu m'a demandé les prix des appartements dans le Marais. J'ai supposé que vous pensiez à vendre. Une excuse assez raisonnable, mais suffisante pour prouver que Mathieu avait discuté de notre patrimoine avec elle. J'ai souri. C'est vrai. Nous pensons à vendre la maison. Sa mère veut vivre dans un endroit avec ascenseur et Mathieu a besoin de plus de capital pour son projet. Hélène m'a regardé fixement. Tu vas vraiment lui donner tout l'argent de la vente? J'ai fait semblant d'être confuse. Entre mari et femme, il doit y avoir confiance. Et puis, il dit que le projet de cette fois rapportera beaucoup de bénéfices. Hélène a levé son verre, mais n'a pas bu. Ses doigts se sont resserrés autour du verre. Camille, il y a des choses qui ne sont pas aussi simples que tu le crois. Quand un homme change de sentiment, l'argent qui tombe entre ses mains n'appartient plus à la famille. Je l'ai regardé en feignant de ne pas comprendre. Pourquoi me dis-tu ça aujourd'hui? Elle est restée silencieuse quelques secondes et a soupiré. J'ai juste peur que tu y perdes. Mathieu voyage beaucoup. Dehors, les femmes ne manquent pas, et toi, tu restes à la maison à t'occuper de sa mère. Les paroles d'Hélène sonnaient comme si elle s'inquiétait pour moi. Mais son regard était inquisiteur. Elle voulait savoir ce que j'avais découvert. J'ai baissé la tête en serrant les mains comme une épouse faible. Moi aussi, j'ai parfois des soupçons, mais Mathieu dit que les hommes d'affaires doivent socialiser. Si je suis jalouse, il se lassera de moi. Hélène a demandé soudainement, si un jour tu découvres qu'il a une autre femme, que ferais-tu? Dans mon sac, le téléphone continuait d'enregistrer. J'ai levé les yeux, laissant mes yeux rougir un peu. Je ne sais pas. Je suppose que j'essaierai de sauver ma famille. Ça fait trop longtemps que je ne travaille plus. Si je quitte Mathieu, comment vais-je vivre? Les coins des lèvres d'Hélène se sont légèrement courbés. En une seconde, la fausse compassion s'est transformée en soulagement. Elle croyait que j'étais toujours la femme faible qu'il pourrait facilement écarter de la vie de Mathieu. Hélène a sorti une liasse de papiers de son sac et les a posés sur la table. La vérité, c'est que je t'ai donné rendez-vous aujourd'hui parce qu'il y a une affaire liée au projet de Mathieu. Son entreprise a besoin de justifier des actifs comme garantie. Si tu signes en confirmant que tu renonces à tes droits sur cette partie du capital investi, le financement arrivera plus vite. J'ai regardé le document. C'était un acte de séparation de biens rédigé de manière à ce que tout bénéfice découlant de l'argent de la vente de la maison reste sous le contrôle exclusif de Mathieu. Si je signais, je renonçais pratiquement à mes droits. J'ai levé les yeux. Pourquoi est-ce toi qui m'apportes les documents de l'entreprise de Mathieu? Hélène s'est tendue instantanément. Mathieu est occupé et il m'a demandé de te les remettre. Je l'aide avec la communication de son projet. J'ai acquiescé comme si je la croyais. Je peux le signer. Mais il faut attendre que les formalités du changement de nom de la maison soient terminées. Sophie m'a prévenu que tous les documents patrimoniaux doivent être examinés ensemble. Si je signe avant, il pourrait y avoir des conflits juridiques. Hélène a légèrement froncé les sourcils. C'est juste un document de renonciation. Pas besoin de compliquer les choses. Je lui ai répondu d'une voix douce, laisse-le ici. Ce soir, je demanderai à Mathieu. Hélène a rapidement retiré les papiers. Pas la peine. Attends qu'il te le dise directement. Cette réaction m'a confirmé que ce document n'était jamais passé par les avocats de son entreprise. C'était sûrement un plan privé entre elle et Mathieu pour me dépouiller de mes droits avant que l'argent de la maison ne soit transféré. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Hélène, qui était sur la table, s'est allumé. Le nom de l'appelant est apparu clairement sur l'écran, mon amour. La photo de profil était la main avec la montre que j'avais offerte à Mathieu. Hélène a retourné le téléphone rapidement, mais il était trop tard. Elle m'a regardé,
pâle. J'ai demandé lentement, pourquoi ne réponds-tu pas? C'est juste un ami. Un ami que tu as enregistré comme mon amour? L'ambiance entre nous s'est glacée. Inconsciemment, la main d'Hélène s'est posée sur son ventre. J'ai observé le geste et j'ai souri. Hélène, as-tu quelque chose à me dire? Elle s'est mordu la lèvre. Son regard changeait continuellement et finalement, elle s'est adossée à sa chaise, sans plus tenter de cacher son attitude de défi. Si tu l'as déjà vu, je ne veux plus faire semblant. J'ai gardé mon calme. Vu quoi? Hélène a touché son ventre et a baissé la voix. Je suis enceinte. Le père est quelqu'un que tu connais très bien. Mon cœur me faisait toujours mal, même si je connaissais déjà la vérité. Cette fois, je n'étais plus la femme qui tremblait dans le bureau. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors, il sait que tu m'as donné rendez-vous aujourd'hui? Avant qu'Hélène puisse répondre, mon téléphone a vibré. C'était Mathieu. J'ai répondu devant elle. Sa voix semblait anxieuse. Camille, où es-tu? Tu es avec Hélène, n'est-ce pas? J'ai regardé le visage pâle de ma meilleure amie et j'ai répondu doucement, oui, nous parlons du père du bébé qu'elle attend. De l'autre côté de la ligne, il y a eu un silence si profond que je pouvais entendre la respiration agitée de Mathieu. Hélène, assise en face de moi, a également pâli. La rébellion qui venait d'apparaître dans ses yeux a disparu immédiatement, remplacée par la panique. J'ai demandé exprès, Mathieu, pourquoi ne dis-tu rien? Hélène est enceinte, mais elle ne veut pas me dire qui est le père. Mathieu a réagi comme s'il avait été sauvé du bord d'un abîme. Il a répondu instantanément, je le sais. Elle a un petit ami. Mais ils se sont disputés récemment. Je suppose qu'elle a honte de te le dire. Hélène m'a regardé, puis a regardé le téléphone sur la table. Elle a compris que Mathieu lui demandait de continuer à jouer la comédie. Je me suis tournée vers elle et lui ai demandé, depuis quand as-tu un petit ami? Pourquoi ne me l'avais-tu pas dit? Hélène a serré les poings. J'allais attendre que tout se stabilise pour te le dire. Il ne voulait pas rendre la relation publique sitôt. J'ai acquiescé lentement. Donc le contact, mon amour, c'est lui. Elle s'est mordu la lèvre et a répondu, oui. Je l'ai regardé fixement dans les yeux. Alors, pourquoi la photo de profil de lui porte-t-elle exactement la même montre que celle de mon mari? Toute la pièce a été plongée dans un profond silence. Mathieu s'est empressé d'intervenir. Ce modèle de montre est très courant. Ne te fais pas de film. J'étais en réunion, mais Hélène m'a dit que tu interprétais mal les choses et c'est pourquoi je t'ai appelé. Je n'ai pas demandé comment Hélène avait pu le prévenir alors que nous étions assises face à face depuis le début. Un mensonge en entraîne souvent beaucoup d'autres. Plus la personne qui m'en parle vite, plus elle commet d'erreurs. J'ai feint un soupir de soulagement. Ah, c'était ça. Je pensais que vous me cachiez quelque chose. Mathieu a adouci sa voix. Ne pense pas à des bêtises. Hélène est ta meilleure amie et je la vois comme une petite sœur. Hélène a baissé les yeux. La main posée sur son ventre tremblait légèrement. J'ai failli éclater de rire. L'homme qui s'était tenu en costume à côté d'elle devant l'hôtel disait maintenant qu'il la considérait seulement comme une petite sœur. J'ai répondu doucement, je comprends. Rentre vite ce soir, d'accord? Je dois te parler des papiers de la maison. La voix de Mathieu s'est tendue immédiatement. Il y a un problème avec les papiers? Rien de grave. Sophie dit qu'il faut juste joindre un certificat de plus. Il a soupiré de soulagement. D'accord, je rentrerai ce soir. J'ai raccroché et j'ai regardé Hélène. Elle n'avait plus l'arrogance du début. Ses joues étaient pâles et ses lèvres serrées. Je lui ai demandé, as-tu autre chose à me dire? Hélène a secoué la tête. Je voulais juste te rappeler de faire attention avec l'argent. Concernant ma grossesse, j'espère que pour l'instant tu garderas le secret. J'ai pris mon sac et je me suis levée. Je le ferai. Après tout, c'est ta vie privée. Avant de partir, je me suis arrêtée à côté d'elle. Mais la prochaine fois que tu voudras m'apporter des documents à signer, assure-toi de demander à la personne dûment autorisée de les livrer.
Un document de renonciation sans le sceau de l'entreprise, sans les coordonnées de l'avocat et sans spécifier son utilisation peut créer des malentendus. Hélène a levé les yeux brusquement. Nos regards se sont croisés. À cet instant, peut-être a-t-elle commencé à se rendre compte que je n'étais pas aussi naïve qu'elle le paraissait. Je n'ai pas attendu sa réponse et je suis sortie du café. En montant dans la voiture, j'ai envoyé tout l'enregistrement à Sophie. Elle m'a rappelé dès qu'elle a fini de l'écouter. Hélène a admis qu'elle est enceinte, mais n'a pas dit explicitement que l'enfant est de Mathieu. Cet enregistrement ne suffit pas à prouver l'infidélité, mais il démontre qu'ils sont tous les deux coordonnés pour cacher des informations. J'ai regardé la file de voitures devant moi. Je ne compte pas l'utiliser comme preuve principale. Je voulais juste savoir ce qu'ils craignent. Sophie a demandé, « Tu le sais maintenant ?» Oui. Ils ont un besoin urgent de l'argent de la vente de la maison. Hélène voulait même que je signe la renonciation à mes droits avant que la maison ne change de nom. Sophie est restée silencieuse quelques secondes et a dit, « Alors, le délai pour payer son appartement doit être proche. Tu dois découvrir exactement la date à laquelle ils doivent effectuer le prochain paiement. » Je me suis souvenu du compromis de vente que j'avais photographié dans le bureau. Le prochain paiement est dans 10 jours. Ils doivent verser près de 100 000 € de plus. Sophie a affirmé, « C'est la raison pour laquelle Mathieu a accepté de mettre la maison à ton nom si rapidement. Il croit qu'après avoir vendu la maison, tu lui donneras l'argent pour investir, mais en réalité, c'est pour payer l'appartement d'Hélène. » J'ai appuyé ma tête sur le siège et fermé les yeux. Même si je le savais déjà, en entendant Sophie confirmer la vérité, mon cœur s'est de nouveau serré comme si on le tordait. La maison dont je m'étais occupée pendant 4 ans, les économies que j'avais amassées centime par centime, tout allait finir dans le nid d'amour de mon mari et de ma meilleure amie. Mais cette douleur ne m'anéantissait plus, elle est devenue ma raison de rester froide et lucide. Cette nuit-là, Mathieu est rentré à la maison vers 21h. Il a apporté une boîte des bonbons que j'aimais. Avec un visage plus aimable que d'habitude, il a posé la boîte sur la table. « Hélène m'a dit que tu l'as mise dans une situation difficile aujourd'hui. » Je servais du thé à Madame Carmen. En l'entendant, je me suis retournée. Je lui ai seulement demandé qui est le père. Qu'y a-t-il de mal à cela pour qu'elle se sente dans une situation difficile? Mathieu a hésité. Elle ne veut pas encore le rendre public. Si tu es sa meilleure amie, tu devrais la respecter. Madame Carmen, assise à côté, a soudainement parlé, « Hélène est enceinte ?» J'ai observé la réaction de ma belle-mère. Elle n'était pas surprise. En fait, dans ses yeux a brillé une étincelle de joie qu'elle n'a pas pu cacher à temps. Hélène m'a dit qu'elle était à 12 semaines. Maman. Madame Carmen a laissé tomber sa cuillère dans l'assiette. Elle s'est empressée de la ramasser en marmonnant, qu'elle soit enceinte, c'est bien. Une femme, quand elle se marie, doit avoir des enfants. Je l'ai regardée un long moment. À ce moment-là, tout doute a disparu. Madame Carmen non seulement savait pour Mathieu et Hélène, mais elle était aussi très au courant pour le bébé. Mathieu a rapidement changé de sujet. Quel document manque-t-il pour la maison? J'ai sorti un dossier de mon sac. C'est juste une déclaration sur l'honneur confirmant que vous cédez volontairement la propriété, qu'il n'y a pas de litige juridique ni de charges financières cachées. Demain, nous allons chez le notaire pour signer et c'est tout. Il a pris les papiers et les a parcourus page par page. Cette fois, il les a lus plus attentivement. Probablement que la rencontre entre Hélène et moi l'avait mis sur ses gardes. Je ne l'ai pas pressé. Je me suis assise en face de lui, buvant tranquillement mon thé. Au bout d'un moment, Mathieu a posé les documents sur la table. Il m'a demandé, « Camille, si nous vendons la maison, sur quel compte vas-tu garder l'argent ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Sur un compte à mon nom. » L'expression de Mathieu a changé immédiatement. J'ai souri et ajouté, « Mais tu seras co-titulaire du compte. Toute dépense importante nécessitera la signature des deux. » Son visage s'est détendu. « Bien, comme ça, je suis plus tranquille. » J'ai baissé la tête pour cacher le sourire glacial sur mes lèvres. Les vrais documents que Sophie avait préparés n'incluaient aucune clause de contrôle partagé.
Je lui disais simplement ce qu'il voulait entendre, car demain matin, en signant chez le notaire, Mathieu ne saurait pas que ce serait la dernière fois qu'il aurait un pouvoir de décision sur cette maison. Le lendemain matin, je me suis levée très tôt. Madame Carmen avait déjà mis son plus bel ensemble, les cheveux relevés et portait un bracelet en or qu'elle n'utilisait que pour les occasions très importantes. Elle disait qu'aujourd'hui elle devait être impeccable chez le notaire parce que lorsque le nouvel appartement serait à son nom, ses proches la respecteraient davantage. Mathieu prenait son petit déjeuner tout en consultant son téléphone sans arrêt. Il n'arrêtait pas d'envoyer des messages à quelqu'un, fronçant les sourcils et regardant sa montre de temps en temps. Je supposais qu'Hélène le pressait pour le paiement des 100 000 € qui arrivaient à échéance bientôt. Avant de quitter la maison, Madame Carmen m'a prise à part. Camille, je te le dis d'avance. La maison est seulement mise à ton nom temporairement pour les formalités. L'argent de la vente doit être utilisé exclusivement pour le nouvel appartement. Ne t'avise pas de le donner à ta famille. Je l'ai regardé et j'ai répondu calmement, ne vous inquiétez pas. Je sais très bien quelle est ma vraie famille. Elle a hoché la tête, satisfaite, sans se rendre compte que ma réponse n'affirmait pas que la famille dont elle parlait était la sienne. Chez le notaire, Sophie nous attendait déjà. Elle a remis les actes à Madame Carmen et à Mathieu pour qu'ils les examinent. Le contrat spécifiait clairement qu'ils cédaient tous deux volontairement toute leur part de la propriété à mon nom. La propriété était libre de toute charge, sans hypothèque ni saisie. Toutes les formalités étaient transparentes, il n'y avait aucune clause cachée. Mathieu a lu jusqu'à la dernière page et s'est tourné vers moi. Après le changement de propriétaire, nous continuerons à faire ce que nous avons convenu, n'est-ce pas? Tu parles de vendre la maison et d'investir l'argent? Il a hoché la tête. Oui. C'est le patrimoine de toute la famille. Je ne veux pas qu'il y ait d'erreur. J'ai souri. Je ne veux pas d'erreur non plus. C'est pourquoi tous les revenus et dépenses auront leur justificatif clair. Cette réponse l'a rassuré. Il n'a pas demandé ce que ces documents justifieraient, il a seulement entendu ce qu'il voulait entendre. Madame Carmen a signé la première. Quand ce fut le tour de Mathieu, son téléphone a de nouveau vibré. Il a regardé l'écran et a raccroché instantanément. Mais j'ai pu voir le message qu'il a reçu. Si tu ne transfères pas l'argent cet après-midi, ils annulent la réservation de l'appartement. L'expéditrice était enregistrée sous le nom de Hélène Communication. Mathieu a signé plus rapidement. Lorsque le notaire a apposé son sceau, la maison dans laquelle j'avais vécu 4 ans est devenue officiellement la mienne. Pas par tromperie ni par de faux documents. Ils me l'avaient eux-mêmes remise volontairement parce qu'ils croyaient que je n'oserais jamais aller à leur rencontre. En sortant de l'étude du notaire, Mathieu m'a prise à part. Contacte l'acheteur tout de suite. J'ai besoin de l'argent de toute urgence pour que mon projet reçoive les fonds. J'ai feint l'inquiétude. Le changement de propriétaire doit encore être enregistré. Ça prendra quelques jours au minimum. Il a froncé les sourcils. On ne peut pas demander un acompte? On peut, mais l'acheteur exige de voir l'acte à mon nom avant de transférer l'argent. Il faisait les 100 pas. Son impatience était évidente. Demande à Sophie d'accélérer les choses. Chaque jour de retard est un jour de perte pour mon projet. Je lui ai pris la main doucement. Je ferai de mon mieux. Ne t'inquiète pas, sur le chemin du retour, Sophie m'a dit de passer par son bureau. Lorsque la porte de la salle de réunion s'est fermée, elle m'a mis sous les yeux le dossier d'un acheteur réel. Monsieur Dubois, propriétaire d'une chaîne de pharmacie, avait vu la maison il y a 2 mois. Il était prêt à payer 380 000 €, un peu en dessous du prix du marché, mais en échange, il paierait le tout dans un délai de 3 jours. J'ai regardé le chiffre sur le papier. Si elle était vendue si rapidement, Madame Carmen devrait remettre les clés immédiatement. Sophie a acquiescé. C'est le plus grand obstacle. Tu ne peux pas permettre que l'acheteur la mette à la rue. Pour que la transaction soit sûre, tu dois faire signer à Madame Carmen un procès-verbal de remise des clés. Je suis restée pensive. Si je lui dis directement qu'elle doit partir, elle se méfiera. Sophie m'a regardée. Alors, qu'est-ce que tu penses faire? Je me suis souvenue de l'appartement témoin de luxe dans le Marais qui avait émerveillé Madame Carmen.
Je lui dirai que l'entreprise qui vend le nouvel appartement nous permet de vivre dans un de leurs appart-hôtels de luxe pendant qu'ils terminent les travaux de notre maison. Elle adore être servie et se vanter auprès de sa famille. Sophie m'a prévenu, tu dois lui préparer un logement réel. Tu ne peux pas laisser une personne âgée dans la rue. J'ai répondu, je louerai un appartement avec services inclus pour un mois, payé d'avance. Après ce mois, Mathieu devra s'occuper de sa mère. Sophie m'a regardé un moment et a acquiescé. C'est raisonnable. Mais il y a autre chose. Elle a ouvert son ordinateur portable et m'a montré un relevé bancaire de l'entreprise de Mathieu qu'un ancien actionnaire lui avait transmis. Au cours des 3 derniers mois, Mathieu avait transféré à plusieurs reprises des fonds du compte de l'entreprise à une agence de communication au nom d'Hélène. Le montant total avoisinait les 50 000 €. J'ai serré les poings. Il m'a dit que l'entreprise manquait de capital. Sophie a dit froidement, l'entreprise manque de capital parce qu'il en retire de l'argent pour financer un projet parallèle avec Hélène. Si l'argent de la vente de la maison tombe entre ses mains, tu ne pourras jamais le récupérer. J'ai observé chaque transaction à l'écran et j'ai senti la douleur m'engourdir. Les 10 000 € que j'avais retirés de mes économies, les boucles d'oreilles de ma mère et mes années de sacrifice professionnel, il avait tout utilisé pour construire un avenir à une autre femme. J'ai demandé, ces documents servent de preuve ? Pas assez pour le condamner pour abus de biens sociaux pour l'instant, mais assez pour que les actionnaires exigent un audit. Ne fais rien pour le moment. Nous devons d'abord conclure la vente de la maison. J'ai acquiescé. Cet après-midi-là, j'ai emmené Madame Carmen visiter un appartement témoin spectaculaire. Le commercial était prévenu et l'a présenté comme la future propriétaire d'un appartement de 3 chambres. Madame Carmen a parcouru les pièces les yeux brillants. Lorsqu'elle a entendu qu'elle pourrait être logée temporairement dans un appart-hôtel de la même société pendant qu'il décorait son logement, elle s'est tournée vers moi immédiatement. Qu'est-ce qu'on attend alors ? Partons au plus vite. J'ai sorti le procès-verbal de remise que j'avais préparé. Pour recevoir les clés de l'appart-hôtel, vous et Mathieu n'avez qu'à signer que vous êtes d'accord pour remettre l'ancienne maison à l'acheteur. Madame Carmen a signé sans hésiter. Mathieu a signé juste après parce qu'il était désespéré de recevoir l'argent. 3 jours plus tard, Monsieur Dubois a versé les 380 000 € sur mon compte. Au même moment, Hélène a appelé Mathieu 17 fois. J'ai laissé son téléphone sur la table et j'ai regardé tranquillement le virement qui venait d'arriver sur mon compte. La maison était vendue, l'argent était arrivé, et à partir de ce moment, la pièce de théâtre que j'avais orchestrée entrait dans sa phase la plus dangereuse. En voyant le solde de 380 000 € sur mon compte, Mathieu a à peine pu cacher sa joie. Il a pris mon téléphone, a regardé le chiffre à l'écran encore et a demandé, « L'acheteur a vraiment tout payé ?» Je lui ai retiré le téléphone doucement. Tout. Sophie a également confirmé que le contrat est finalisé. Il n'y a aucun problème. Mathieu a approché sa chaise de la mienne. Alors, transfère-moi 150 000 €. Le projet a besoin de fonds urgents. Si nous retardons d'un jour de plus, nous perdrons l'opportunité de recevoir la subvention. J'ai regardé le visage de l'homme en qui j'avais autrefois placé toute ma confiance. Les 150 000 € qui, selon lui, sauveraient le projet. Je savais parfaitement qu'ils iraient directement à l'appartement d'Hélène. Je me suis faite hésitante. Mathieu, l'autre jour, nous avons convenu de garder l'argent pour l'appartement de ta mère. Si je te donne 150 000, il se peut que ça ne suffise pas, il a froncé les sourcils. Le nouvel appartement ne se paie pas d'un coup, il faut juste donner la compte. Quand le projet rapportera des bénéfices, je le rembourserai. Et si le projet échoue ? Son expression a complètement changé. Tu n'as pas confiance en moi ? J'ai baissé les yeux et j'ai répondu à voix basse, ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais c'est le patrimoine de toute la famille. J'ai peur qu'il y ait une erreur. Mathieu s'est levé et a fait quelques tours dans le salon. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans sa poche, mais il n'a pas répondu. Je savais qu'Hélène attendait. Madame Carmen est sortie de sa chambre. En voyant son fils si tendu, elle a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Mathieu m'a montré du doigt.
L'argent de la maison est arrivé, mais Camille ne veut pas me le transférer pour l'investissement. Madame Carmen s'est tournée vers moi immédiatement et m'a crié « Pourquoi gardes-tu l'argent ? Mathieu est ton mari. S'il fait des affaires, c'est pour le bien de cette maison. Passe-le lui tout de suite. » J'ai répondu calmement, je n'ai pas dit que je n'allais pas le lui transférer. Je veux juste qu'il y ait un contrat d'apport en capital clair. C'est beaucoup d'argent. Il faut savoir à quoi il va servir. Elle a frappé la table avec sa main. Vous êtes mari et femme. Quel contrat, quel papier ? De qui te méfies-tu dans cette famille ? Cette question m'a paru amère. Les mêmes personnes qui me trompaient me reprochaient mon manque de confiance. Mathieu a essayé d'adoucir le ton. Camille, si tu veux des papiers, je te les ferai. Mais aujourd'hui, tu dois transférer l'argent. Demain, je t'apporte le contrat signé. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas. Sophie m'a dit de ne jamais transférer de fonds sans la documentation légale correspondante. En entendant le nom de Sophie, Mathieu a serré les mâchoires. Depuis quand les décisions de ma maison sont-elles prises par ta cousine ? Elle ne prend pas de décision pour moi, elle m'aide seulement à éviter les risques. Mathieu m'a regardé pendant un long moment. C'était peut-être la première fois qu'il se rendait compte que l'épouse en face de lui ne disait plus oui à toutes ses exigences. Juste au moment où l'atmosphère devenait insupportable, la sonnette a retenti. C'était l'employé de l'appart-hôtel qui venait confirmer la date du déménagement temporaire de Madame Carmen. Elle a immédiatement oublié l'affaire de l'argent et est allée joyeusement lui montrer ses bagages. Mathieu m'a emmené au bureau et a fermé la porte. Il a baissé la voix. J'ai besoin de ces 150 000 € avant 17 heures. Si je ne les ai pas, le projet aura de très graves problèmes. J'ai demandé, à quel point grave ? Il a évité mon regard. L'entreprise pourrait perdre le contrat. Eh bien, montre-moi le contrat qu'il faut payer. Il est resté silencieux. Je t'ai demandé de me montrer la notification de la banque ou la demande de fonds. Si c'est vraiment de l'argent pour le projet, je te le transfère tout de suite. Son silence m'a donné la réponse. Il ne pouvait me montrer aucun document car cet argent n'avait rien à voir avec l'entreprise. Au bout d'un moment, il a éclaté de colère. Tu m'interroges ? Je l'ai regardé dans les yeux. Je protège seulement le patrimoine de la famille. Comme tu me l'as demandé. Il a levé la main comme s'il allait frapper la table, mais s'est retenu. Son téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, il est sorti sur le balcon pour répondre. Bien que la porte soit fermée, j'ai entendu la voix d'Hélène. Tu avais promis que tu ferais le virement aujourd'hui. Si je perds cet appartement, où allons-nous vivre, ton fils et moi ? Mathieu a baissé la voix. Calme-toi. L'argent est arrivé, mais Camille le retient. Je vais trouver une solution. Hélène s'est mise à pleurer. Tu as dit qu'elle ne savait rien, qu'il suffisait de le lui demander pour qu'elle te donne l'argent. Et maintenant tu me dis que tu ne peux pas l'obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais derrière la porte. Mon cœur a ressenti une pointe de douleur. Pas par surprise, mais parce que cette phrase prouvait que pour eux, j'étais seulement la clé d'un coffre-fort. Mathieu est revenu dans la pièce sans savoir que j'avais tout entendu. Il a essayé de sourire. Je viens de parler à mon partenaire. Ils ont accepté de nous donner jusqu'à demain. J'ai acquiescé. Mieux. Demain matin, tu m'apportes la documentation du projet. Je la réviserai et je ferai le virement. Cette nuit-là, Mathieu s'est couché à côté de moi, mais n'a presque pas dormi. Il regardait constamment son téléphone, puis sortait en cachette sur le balcon pour appeler Hélène. Je lui tournais le dos, complétant en silence l'étape suivante. Suivant le conseil de Sophie, j'ai transféré 300 000 € sur un dépôt à terme à mon nom. Les 80 000 € restants, je les ai laissés pour payer les impôts, les frais de notaire, la location de l'appart-hôtel de Madame Carmen et la part des biens communs que je pouvais justifier. Je ne leur ai pas volé leur argent illégalement. La maison m'avait été donnée légalement. La vente était légitime et chaque transaction avait son reçu. Le lendemain matin, alors que Mathieu dormait encore, j'ai reçu un email d'un prestigieux cabinet d'avocats à Marseille.
Il y a 3 ans, ils m'avaient offert le poste de directrice de leur département juridique, mais j'avais refusé pour rester m'occuper de ma belle famille. Cette fois, après leur avoir envoyé mon CV, ils avaient accepté de m'embaucher à condition que je commence dans 2 semaines. J'ai lu l'email pendant longtemps. Je croyais que quitter Mathieu signifiait tout perdre, mais il s'est avéré qu'en dehors de cette maison, une vie m'attendait encore. À 8 heures du matin, Mathieu s'est réveillé et m'a demandé d'ouvrir l'application de la banque. Quand il a vu qu'il ne restait plus que 80 000 et quelques euros sur le compte courant, il est devenu blanc. Où est l'argent? J'ai répondu tranquillement, je l'ai mis sur un compte à terme. Qui t'a donné la permission de faire ça? Je l'ai regardé dans les yeux. La maison était à mon nom. L'argent est à moi. Je le protège seulement jusqu'à ce que tu prouves que ton projet a besoin d'investissement. Mathieu a serré son téléphone avec force. Dans ses yeux est apparu pour la première fois un soupçon réel. Camille, que me caches-tu? J'ai souri. Que pourrais-je bien te cacher? Mais je savais qu'à partir de cet instant, le masque de l'épouse soumise avait commencé à se fissurer. Et si je voulais sortir indemne de là, il me restait moins d'une semaine. Mathieu s'est arrêté devant moi, serrant les poings jusqu'à ce que ses veines ressortent. Il a demandé, sur quel compte as-tu mis les 300 000 euros? Sur un compte à terme de 6 mois à mon nom. Annule-le aujourd'hui même. Je ne peux pas. Tu ne m'as toujours pas apporté les papiers du projet. Son visage s'est assombri. Camille, tu te rebelles contre moi? J'ai répondu calmement, je fais seulement ce que tu m'as appris. Les comptes clairs prolongent l'amitié. Ou la famille. Madame Carmen a descendu sa valise par les escaliers, pressant le chauffeur de l'appart-hôtel de l'emmener rapidement. Dites-leur de me préparer une chambre ensoleillée. Je ne veux pas de chambre qui donne au nord. J'ai tenu la valise que j'avais déjà payée d'avance pour 1 mois. L'appartement a une cuisine, une machine à laver et un service d'assistance. Vous n'avez qu'à signer la réception des clés. Madame Carmen a demandé, contente, je suis sûre que dans 1 mois notre nouvel appartement sera prêt? Je n'ai pas répondu. Après 1 mois, son lieu de résidence serait le problème du fils dont elle était si fière. Quand elle est partie, Mathieu a fermé la porte du salon à clé et m'a tendu la main. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi faire? Je veux vérifier le contrat du compte à terme. Ce compte est à toi, personnel. Soudain, il m'a attrapé le poignet. Ne me force pas à me méfier de toi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Lâche-moi. Sinon, j'appelle la police. La froideur de ma voix l'a glacé. En 4 ans, je ne m'étais jamais rebellé de cette façon. Mathieu a desserré lentement sa prise. Tu as changé. J'ai frotté la marque rouge sur mon poignet. Personne ne peut rester le même du premier au dernier jour. À midi, il est parti de la maison, furieux. Une demi-heure plus tard, Sophie m'a appelé. Mathieu vient de passer au bureau, exigeant de voir le contrat de vente et demandant s'il peut annuler l'opération. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que le contrat est conclu, le paiement effectué, et que pour l'annuler, il faudrait l'accord de toi et de l'acheteur, en plus de payer une pénalité énorme. Il se méfie de moi, maintenant. Presque sûr. Tu dois partir de là avant l'heure. J'ai regardé la maison presque vide. Quand l'acheteur emménage-t-il? Demain à 18 heures. À partir de ce moment, tu n'as plus de raison de rester là. Alors je partirai après-demain matin. Cet après-midi-là, Mathieu est revenu accompagné d'un homme qui s'est présenté comme le comptable du projet. Ils avaient un contrat d'apport en capital de 150 000 euros signé et tamponné par une agence de communication. Rien qu'en voyant le nom de l'entreprise, j'ai su que c'était celle d'Hélène. Mathieu a posé le contrat devant moi. Voilà les papiers que tu voulais. Transfère l'argent. Le contrat indiquait que les fonds seraient utilisés pour promouvoir un complexe sur la Côte d'Azur. Il promettait des bénéfices très élevés, mais il n'y avait ni garantie ni plan de retour. Bien sûr. J'ai demandé au comptable, pour quelle entreprise gérez-vous les finances? Il a hésité. J'aide seulement sur le projet. Alors,
Pourquoi le contrat exige-t-il que l'argent soit transféré sur le compte personnel de la directrice? L'homme a regardé Mathieu. Mathieu a frappé la table. N'essaie pas de me compliquer les choses. J'ai fermé le dossier. Je demanderai à Sophie de le vérifier. S'il est légal, je ferai le virement demain. Ne le montre pas à Sophie. Sa réaction a été si rapide que la pièce est tombée dans le silence. Pourquoi pas? Mathieu a immédiatement changé de ton. C'est un secret commercial. Je ne veux pas que quelqu'un de l'extérieur le voie. J'ai fait semblant de céder. D'accord, laisse-moi cette nuit pour le lire. Après que l'homme soit parti, Mathieu est sorti sur le balcon pour téléphoner. J'ai entendu qu'il promettait d'avoir l'argent avant 10 heures du matin le lendemain. Cette nuit-là, pendant qu'il se douchait, son téléphone s'est allumé sur la table. C'était un message d'Hélène. J'ai déjà acheté les billets pour la Côte d'Azur. Dès que l'argent arrive, demain, on prend l'avion le soir. Après ce voyage, tu dois rompre avec elle une bonne fois pour toutes. J'ai pris une photo de l'écran. Ils avaient décidé qu'après avoir obtenu les 150 000 euros, Mathieu et Hélène s'enfuiraient de Paris. À leur retour, ce qui m'attendrait probablement serait une demande de divorce et un compte en banque à zéro. Mais ils ne savaient pas que j'avais aussi acheté un billet. Mon TGV partait 2 heures avant leur vol, et ma destination était Marseille. J'ai ouvert ma valise et y ai mis mes papiers, quelques vêtements et la seule photo que je conservais de ma mère biologique. Mes 4 années de mariage tenaient à peine dans une petite valise. Vers minuit, Mathieu est entré dans la chambre. Il s'est tenu derrière moi et a demandé « Où vas-tu en faisant ta valise ?» Mes mains se sont arrêtées sur la fermeture éclair. Je me suis retournée et j'ai vu son regard plein de suspicion. Si je répondais mal, tout le plan pouvait s'effondrer au dernier moment. Mathieu était à la porte de la chambre, le regard fixé sur la valise ouverte à mes pieds. Je n'ai pas évité son regard, j'ai simplement plié calmement la dernière chemise et les rangé à l'intérieur. Je prépare quelques affaires pour aller demain à l'appart-hôtel avec ta mère. Il a froncé les sourcils. Ma mère a déjà le personnel là-bas. Pourquoi y vas-tu? J'ai fermé la fermeture éclair du petit compartiment. Elle ne s'est pas encore habituée au nouvel endroit. Je resterai quelques jours avec elle et en profiterai pour superviser la remise des clés à l'acheteur. Mathieu s'est approché et a ouvert la valise que je venais de fermer. À l'intérieur, il n'y avait que quelques vêtements et des articles de toilette. Les documents importants et mon billet de TGV étaient cachés dans mon sac au fond de l'armoire. Il m'a regardé d'un air scrutateur. Pourquoi as-tu besoin d'emporter autant de choses? J'ai souri. Tu ne veux plus que je m'occupe de ta mère? Cette question l'a empêché de continuer à se méfier. Pendant 4 ans, chaque fois que Madame Carmen était malade, c'est moi qui passais les nuits à la veiller. Dans son esprit, une épouse habituée à se sacrifier ne pouvait pas partir soudainement. Mathieu a fermé la valise. Demain, tu dois faire le virement avant de partir avec ma mère. Sophie l'a-t-il déjà vérifié? Il s'est retourné brusquement. Je t'ai dit de ne pas lui montrer ses papiers. J'ai baissé la voix, simulant la peur. Alors je les lirai moi-même avant 10 heures. S'il n'y a pas de problème, je ferai le virement. Mathieu m'a regardé un long moment avant de détendre son visage. Camille, je me fâche parce que j'ai trop de pression. Ne pense pas que je ne t'apprécie pas, j'ai regardé cet homme qui s'était marié en secret avec une autre, qui avait acheté un appartement et attendait un enfant dans mon dos. Avant, rien qu'en entendant dire quelque chose comme ça, je me serais immédiatement attendrie, mais maintenant, je ne voyais qu'une piètre performance. Je me suis approchée pour arranger le col de son pyjama. Je comprends. Repose-toi bien. Demain, tu as encore rendez-vous avec ton partenaire. Il m'a serré dans ses bras, mais ses mains reposaient froidement sur mon dos. Dans la poche de son pyjama, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Hélène attendait une réponse, et moi, j'attendais le lever du jour. À 2 heures du matin, Mathieu s'est enfin endormi profondément. Je suis sortie du lit avec précaution et j'ai pris mon sac dans le bureau.
Sophie m'avait préparé un dossier complet avec l'acte de vente, le procès-verbal de remise, les reçus de paiement, les certificats de propriété et un décompte exhaustif de tout l'argent que j'avais apporté au mariage. Les 300 000 € étaient toujours sur le compte à terme, bloqués pour les transactions en ligne à ma demande. Personne ne pouvait retirer l'argent ni faire de virement depuis une application. J'ai envoyé un message à Sophie. Je pars demain. Je te laisse le reste. Elle a répondu presque instantanément. Préviens-moi dès que tu arrives. Ne discute en aucun cas en personne avec Mathieu. J'ai regardé ma chambre une dernière fois. Sur la table se trouvait encore la photo de notre mariage. Sur celle-ci, je souriais heureuse et il avait la main sur mon épaule comme s'il allait me protéger toute ma vie. J'ai retourné le cadre. À 3h30 du matin, je suis sortie de la chambre en traînant ma valise. Avant de fermer la porte, j'ai laissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur ne se trouvait pas la demande de divorce, mais les copies des photos du mariage de Mathieu et Hélène en Corse. Derrière la dernière photo, j'ai écrit une phrase, « La nouvelle maison pour vous deux. Achetez-la avec votre propre argent. » J'ai pris un taxi pour la gare de Lyon. La ville était enveloppée d'un fin brouillard. Les rues que j'avais arpentées des milliers de fois me parurent soudainement étrangères. Je n'ai pas pleuré. La plus grande douleur, je l'avais subie le jour où j'avais trouvé cette enveloppe au fond du tiroir. Le voyage d'aujourd'hui n'était que la dernière étape pour me sortir de cet endroit. À 6h, j'ai reçu un message de Madame Carmen. Apporte-moi de la soupe plus tard. La nourriture d'ici ne me plaît pas. J'ai regardé l'écran un moment et j'ai répondu, à partir d'aujourd'hui, je laisse les soins à votre fils. Elle m'a appelé instantanément, mais je n'ai pas répondu. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai passé le contrôle de sécurité. Quand le train a démarré, Mathieu m'a envoyé un message. Tu es déjà réveillé? À 10h, il faut faire le virement. Je n'ai pas répondu. Le train s'éloignait à grande vitesse. J'ai regardé par la fenêtre comment Paris, la ville qui m'avait volé 4 ans de jeunesse, s'effaçait derrière moi. Je ressentais de la douleur, mais en même temps un grand soulagement. À 9h, en arrivant à la gare Saint-Charles de Marseille, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. 12 appels manqués de Mathieu, 7 de Madame Carmen, 5 d'Hélène. Le dernier message de Mathieu disait « Camille, où diable es-tu? Et où est l'argent ?» Je n'ai pas répondu. Je suis sortie de la gare avec ma valise, directement vers l'appartement que ma nouvelle entreprise m'avait loué pour les 3 premiers mois. À 10h précises, Sophie m'a envoyé un message confirmant que l'acheteur avait déjà les clés. Toutes les affaires personnelles de Mathieu et de sa mère avaient été emmenées dans un garde-meuble payé. Personne n'a été laissé à la rue, il n'y a pas eu de dispute, et tout a été fait légalement. Une minute plus tard, Hélène était sur le point d'annuler ses billets pour la Côte d'Azur sur l'application. Elle attendait toujours les 150 000 €. Mathieu croyait encore que j'étais juste en colère. Aucun des deux ne savait que j'avais déjà déposé la demande de divorce par voie électronique par l'intermédiaire de mon avocate, joignant toutes les preuves de l'infidélité au tribunal compétent. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Nous souhaitons beaucoup de santé et de paix à tous les auditeurs. L'après-midi, je me trouvais devant la fenêtre de mon nouvel appartement, observant le trafic de l'avenue. Le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai répondu. Les cris de Mathieu ont éclaté immédiatement. Camille, ma mère est à l'hôpital et il y a une autre personne dans la maison. Que as-tu fait? Où est l'argent? J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément et j'ai répondu calmement. Pourquoi veux-tu l'argent? Pourquoi n'appelles-tu pas ta femme enceinte? De l'autre côté, il y a eu un silence. Il est resté silencieux longtemps. Je n'entendais que sa respiration accélérée, le bruit de la rue, au loin, les pleurs inconsolables de Madame Carmen. Finalement, il a demandé en serrant les dents, « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» J'ai observé les arbres se balancer sous le soleil marseillais. J'ai dit de chercher ta femme enceinte. Hélène n'attend-elle pas que tu paies son appartement de luxe dans le Marais avec l'argent de ma maison? La voix de Mathieu est devenue paniquée. Qui t'a raconté ces choses? Personne ne me les a racontées.
J'ai vu vos photos de mariage en Corse, le compromis de vente dans le Marais et l'échographie de 12 semaines. Il s'est tu. J'ai continué, et je sais aussi que le jour où tu m'as dit que l'entreprise allait mal et que tu m'as demandé 10 000 euros de mes économies, ce même jour, tu as transféré 30 000 euros pour réserver cet appartement. Camille, écoute-moi, je peux t'expliquer. J'ai éclaté de rire. En 4 ans de mariage, c'était la première fois que je l'entendais dire ça avec autant de peur dans la voix. Il s'est empressé d'essayer de se justifier. Le mariage en Corse n'était qu'une séance photo promotionnelle pour le complexe, et l'appartement est un investissement de l'entreprise. Hélène est enceinte d'un autre. Je l'aide par amitié. J'ai demandé, si c'est le cas, pourquoi as-tu écrit au dos de la photo le jour où nous sommes enfin devenus l'un à l'autre? Il n'a pas répondu. J'ai continué à insister. Pourquoi t'a-t-elle enregistré dans son téléphone comme « mon amour » ? Pourquoi appelles-tu ton fils le bébé qu'elle attend? Et pourquoi le contrat que tu voulais que je signe exigeait que je renonce à tous mes droits sur l'argent de la maison? Sa voix a soudainement monté d'un ton. Tu as espionné mon téléphone. Même à ce moment, la seule chose qui lui importait était de savoir comment je l'avais découvert, pas le mal qu'il m'avait fait. J'ai répondu calmement, les preuves seront remises au juge par mon avocate. Tu pourras donner à la justice les explications que tu voudras. Mathieu a crié, tu ne peux pas faire ça. Sais-tu comment cela affectera mon entreprise si ça devient public? Je lui ai demandé, quand tu as pris l'argent de ta femme pour le donner à ta maîtresse, as-tu pensé à comment cela affecterait ma vie? En fond sonore, on a entendu la voix faible de Madame Carmen. Mathieu, dis-lui d'envoyer l'argent. Je dois payer les examens médicaux. Mathieu a changé de ton, feignant le désespoir. Camille, laissons nos affaires pour plus tard. Ma mère a fait une crise d'hypertension. Les médecins veulent l'hospitaliser. Passe-moi 10 000 euros pour couvrir les frais d'hôpital. J'ai regardé le message que Sophie venait de m'envoyer. L'hôpital lui avait confirmé que Madame Carmen n'avait besoin que d'un acompte de 500 euros. Sa vie n'était pas en danger, mais la crise d'angoisse en apprenant que la maison était vendue lui avait fait monter la tension. J'ai dit, l'appart-hôtel est payé pour 1 mois, ainsi que les frais de déménagement et de garde-meubles. Je n'ai pas laissé ta mère à la rue pour 500 euros de frais médicaux. Tu es son fils. Prends tes responsabilités. Ma carte est bloquée et sans fonds. Envoie-les-moi maintenant. Pourquoi ton compte n'a-t-il pas de fonds? Il est de nouveau resté silencieux. Je savais qu'une grande partie de son capital avait été transférée à l'entreprise d'Hélène. Le reste, il l'avait dépensé en voyage, en bagues en diamant et autres caprices pour elle. Mathieu a baissé la voix. Camille, je sais que tu es en colère. Divorce si tu veux, mais tu ne peux pas garder tout l'argent. Cette maison appartenait à ma mère et à moi. Vous me l'avez donnée volontairement chez le notaire, toi et ta mère. Le notaire vous a expliqué chaque clause avant que vous ne signiez. La vente est 100% légale. Tu nous as trompés. Je ne vous ai pas mis un pistolet sur la tempe. C'est votre propre cupidité qui vous a fait croire que vous pouviez utiliser mon nom pour vendre la maison et ensuite garder l'argent pour le petit appartement d'Hélène. Sa voix est devenue glaciale. Tu crois que parce que tu as les papiers à ton nom, tu as déjà gagné? Je vais porter plainte contre toi. Je leur dirai que tu as tout planifié pour escroquer la famille. Je lui ai répondu, porte plainte. J'ai des enregistrements, l'acte notarié, les justificatifs bancaires, tout. J'ai aussi des preuves de comment j'ai investi de l'argent dans les rénovations, payé la dette de ton frère et donné des fonds à ton entreprise. Le juge décidera quels biens doivent être partagés. Je n'ai pas peur de toi. Mathieu a laissé échapper un lourd soupir. Il ne pouvait plus maintenir son faux masque aimable. Camille, tu fais ça seulement parce qu'Hélène et moi avons eu une aventure? Cette question m'a glacé le sang. Je ne fais pas ça parce que pendant que tu me trompais, tu m'obligeais à rester à la maison à nettoyer et à m'occuper de ta mère. Tu as utilisé mes économies pour entretenir une autre femme et tu prévoyais de me laisser à la rue sans un sou. J'ai fait une pause et j'ai continué. Votre histoire d'amour ne m'importe plus, mais l'argent et la dignité que vous m'avez volés, je vais les récupérer.
Juste à ce moment, on a entendu une autre voix de femme au téléphone. C'était Hélène. Elle criait. Tu as dit qu'elle avait déjà transféré l'argent. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. L'agence immobilière vient de m'avertir que si je ne paie pas aujourd'hui, ils annulent le contrat et je perds la réservation. Mathieu a essayé de couvrir le micro, mais pas à temps. Je les ai entendus se disputer. Hélène pleurait. Tu m'as promis que cet appartement serait pour moi et pour ton fils. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mathieu lui a crié, c'est de ta faute, tu es allé la voir dans son dos. C'est pour ça qu'elle s'est méfiée. Elle lui a répondu instantanément, c'est ta mère qui m'a dit d'y aller pour la forcer à signer la renonciation. Nous sommes tous les trois restés silencieux. Une phrase lâchée au milieu de la colère venait de confirmer ce que je soupçonnais depuis le début. Madame Carmen non seulement était au courant de leur relation, mais elle avait été complice dans le plan pour me voler. Je leur ai dit, merci de me donner une preuve de plus. Puis j'ai raccroché et j'ai envoyé l'extrait à Sophie. En moins de 10 minutes, Mathieu m'a appelé plus de 20 fois. Hélène m'a également bombardé de messages. Par moments, elle me menaçait, par moments, elle me suppliait de lui transférer au moins les 150 000 € pour sauver l'appartement. Je n'ai pas répondu. L'après-midi, j'ai reçu mon attestation de sécurité sociale et j'ai finalisé les formalités d'embauche. Dans 3 jours, je réintégrerai officiellement ma vie professionnelle après presque 3 ans d'absence. Je venais de poser mon téléphone sur la table quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Madame Carmen, la voix rauque et faible. Camille, je sais que tu as cet enregistrement, mais il y a quelque chose sur Hélène et sa grossesse que même Mathieu ne sait pas, j'ai serré le téléphone. Elle a continué, reviens à Paris. Si cela éclate au grand jour, cette famille n'aura aucune issue. Je n'ai pas répondu immédiatement à sa supplique. Derrière la fenêtre, Marseille allumait ses lumières. Les voitures circulaient dans la rue, ignorant qu'à l'autre bout de la ligne, une famille tentait d'utiliser son dernier grand secret pour me faire revenir. Qu'est-ce que c'est, que même Mathieu ne sait pas? La respiration de Madame Carmen était laborieuse. Viens ici et je te le raconterai. J'ai lâché un rire ironique. Vous gardiez les photos de son mariage secret dans l'armoire et vous avez aidé Hélène à essayer de me prendre mon patrimoine. Vous croyez vraiment que je vais revenir juste pour cette phrase? Sa voix tremblait. Je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste un petit-fils pour continuer la lignée. Mathieu était marié avec toi depuis 4 ans sans avoir d'enfant. Il souffrait aussi. J'ai serré les poings. Vous est-il déjà venu à l'esprit que c'était peut-être lui qui ne pouvait pas avoir d'enfant? Madame Carmen s'est tue. J'ai compris à l'instant. Elle savait quelque chose. J'ai baissé la voix. Parlez clairement. Sinon, cet appel se termine ici. Madame Carmen a paniqué. Ne raccroche pas. La voix entrecoupée, elle m'a raconté qu'il y a 2 ans, après un léger accident, ils avaient fait des analyses complètes à Mathieu. Les médecins avaient découvert que sa fertilité était très faible, une oligospermie, et lui avaient recommandé des traitements spécialisés. Mathieu me l'avait caché, il ne l'avait montré qu'à sa mère. Ils avaient tous les deux décidé de ne pas me le dire, de peur que je demande le divorce. Madame Carmen m'a dit, Mathieu disait que ce n'était pas complètement impossible, qu'il aurait seulement plus de difficultés qu'un homme normal. Alors, pourquoi avez-vous cru que le bébé d'Hélène était votre petit-fils? Sa voix s'est brisée. Il m'a dit qu'Hélène était tombée enceinte après le voyage en Corse. Les dates coïncidaient plus ou moins, et je n'ai pas voulu penser au mal. Plus ou moins ne signifie pas que c'est exact. Je me suis souvenu de l'échographie des 12 semaines. La date du mariage en Corse et cette échographie étaient espacées de moins de 9 semaines. Si la date gestationnelle était correcte, cet enfant avait été conçu avant le voyage. Madame Carmen a continué, il y a quelques jours, j'ai entendu Hélène parler au téléphone avec un autre homme sans le vouloir. Elle lui a dit, si Mathieu n'obtient pas l'argent, tu devras assumer la responsabilité de ton fils. Je me suis levée d'un coup. Avez-vous entendu son nom? Non, mais j'ai entendu Hélène lui dire qu'il avait promis de ne pas les laisser tomber. Madame Carmen semblait terrifiée.
Camille, si le bébé n'est pas de Mathieu et qu'il l'apprend, il deviendra fou. Son entreprise a déjà des problèmes. Nous avons perdu la maison. Ne le pousse pas plus loin dans ses retranchements. Je lui ai répondu froidement, ce n'est pas moi qui ai poussé Mathieu dans ses retranchements. C'est sa propre cupidité et votre complicité. Elle s'est mise à pleurer. Je sais. J'ai commis une énorme erreur. Reviens. Je convaincrai Mathieu de quitter Hélène et de recommencer avec toi. J'ai fermé les yeux. Après tout, elle pensait toujours que j'étais un objet qu'elle pouvait jeter ou rappeler à sa guise. Il n'y a pas de nouveau départ. Mon histoire avec Mathieu s'est terminée le jour où il a utilisé mon argent pour acheter une maison à une autre. J'ai raccroché et j'ai envoyé l'audio à Sophie. Elle m'a appelé immédiatement. Si cette information médicale sur Mathieu est vraie, nous avons besoin de son dossier clinique légalement. Nous ne pouvons pas pirater un hôpital. Je sais, mais cela signifie qu'Hélène et Mathieu finiront par s'affronter. Sophie m'a prévenu, ne t'implique pas trop. Ton objectif est le divorce, la protection de tes biens et la preuve du détournement de fonds. L'affaire du bébé, c'est leur problème. Je savais qu'elle avait raison, mais à peine 1 heure plus tard, j'ai reçu un email anonyme. C'était 3 photos d'Hélène sortant d'une clinique gynécologique avec un autre homme. Il devait avoir une 30aine d'années. Il portait une chemise grise et avait la main posée affectueusement sur l'épaule d'Hélène. La dernière photo montrait clairement la plaque d'immatriculation de sa voiture. Je l'ai transmise à Sophie pour qu'elle fasse des recherches dans les registres publics. Peu de temps après, elle m'a confirmé que l'homme s'appelait Alexandre. Il était ancien directeur des ventes dans l'ancienne agence d'Hélène et, par coïncidence, son ex-petite amie. Le plus intéressant était qu'Alexandre avait un litige en cours avec Hélène pour un investissement raté de près de 40 000 €. J'ai demandé, qui m'a envoyé ça? Je ne sais pas encore. Peut-être Alexandre lui-même ou quelqu'un de l'entreprise d'Hélène. À ce moment-là, Hélène m'a appelé. Sa voix n'était plus menaçante. Elle était rauque d'avoir pleuré. Camille, combien d'argent veux-tu pour effacer ces preuves? J'ai demandé tranquillement, quelles preuves? Ne fais pas l'idiote. Madame Carmen t'a parlé du bébé, n'est-ce pas? Je n'ai pas nié. Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi as-tu peur? Elle a pleuré plus fort. Le bébé est de Mathieu. C'est juste que l'âge gestationnel est erroné de quelques semaines. Alors, fais un test de paternité à sa naissance et dis-le lui. Non, a-t-elle presque crié. Si Mathieu apprend que je continuais à voir Alexandre au début, il me quittera. J'ai perdu l'appartement. Mon entreprise n'a presque plus de fonds. Je ne peux pas le perdre lui aussi. J'ai demandé froidement, et moi alors? As-tu pensé à ce que je perdrais quand tu t'es marié avec mon mari? Tu m'as pris mon argent et ma confiance. Elle est restée silencieuse. Au bout d'un moment, elle m'a dit avec du venin dans la voix, tu crois que tu as gagné? Mathieu ne te laissera pas garder tout cet argent. Il a trouvé un moyen de prouver que tu nous as escroqués pour changer le nom de la maison. J'ai fait une pause. Elle a ri sèchement. Demain, il déposera une plainte pour faire geler tes comptes. Tu te retrouveras sans argent, sans maison et sans nulle part où aller. Et elle a raccroché. Moins de 5 minutes plus tard, Sophie m'a envoyé la photo d'une plainte pénale signée par Mathieu et Madame Carmen. Ils y déclaraient que j'avais monté un complot, les trompant avec l'achat d'un nouvel appartement pour m'approprier l'ancienne maison. J'ai regardé le mot « escroquerie » pendant un long moment. Finalement, ils avaient bougé leur pion. Mais Mathieu ne savait pas que le jour de la signature, toute l'explication du notaire, la confirmation de la volonté des parties et ses propres paroles avaient été enregistrées. Le lendemain, la bataille entre nous cesserait de se livrer dans le salon d'une maison. Elle commencerait dans les tribunaux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Non pas par peur de perdre l'argent, mais parce que c'était la première fois que je comprenais à quel point Mathieu pouvait être calculateur et impitoyable. Il m'a été infidèle, m'a volé mes économies, m'a utilisé comme infirmière pour sa mère, et quand son plan s'est effondré, il a décidé de m'accuser d'escroquerie pour sauver la misère qu'il avait lui-même créée. À 7 heures du matin, Sophie m'a appelé. Ne t'inquiète pas trop.
Une plainte n'implique pas que le juge gèle automatiquement les comptes. Ils doivent enquêter sur le but de la vente et l'intention réelle de toutes les parties. Ils peuvent demander l'annulation de la donation? Ils peuvent la demander, mais ils doivent prouver qu'il y a eu dol, contrainte, ou qu'il n'était pas sain d'esprit, et le notaire a des enregistrements et des procès-verbaux de tout le processus. J'ai soupiré lentement. Je vais retourner à Paris. Sophie s'y est opposée immédiatement. Ce n'est pas nécessaire. Je suis ta représentante légale. Je peux tout gérer. Mathieu a perdu le contrôle. L'affronter en personne maintenant n'est pas sûr. J'ai regardé ma valise que je n'avais toujours pas complètement défaite. Je n'y vais pas pour me disputer. J'y vais parce qu'il y a des choses que je dois lui dire en face. Cet après-midi-là, j'ai pris un TGV pour Paris. Je ne suis pas allée à l'appart-hôtel de Madame Carmen ni n'ai prévenu Mathieu. J'ai séjourné dans un hôtel près du bureau de Sophie. Nous avons gardé mes déplacements secrets. Le lendemain matin a eu lieu l'audience préliminaire au tribunal d'instruction. Mathieu est arrivé accompagné de Madame Carmen et de son avocat. En quelques jours à peine, il avait visiblement maigri. Il portait une chemise froissée et d'énormes cernes, mais en me voyant, ses yeux se sont remplis d'une haine profonde. Madame Carmen est arrivée en fauteuil roulant. Dès qu'elle m'a vue, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. « Camille, je t'ai traitée comme une fille. Comment as-tu pu nous tromper pour nous prendre notre seule maison ?» J'ai regardé la femme qui m'obligeait à laver le sol à genoux, qui m'insultait parce que je ne tombais pas enceinte et qui gardait les photos du mariage secret de son fils. Je ne lui ai pas répondu. Le juge a demandé le silence et a invité les parties à exposer les faits. L'avocat de Mathieu a soutenu que je leur avais fourni de fausses informations sur l'achat d'un nouvel immeuble, les incitant à signer l'acte de donation. Une fois que j'ai obtenu la propriété, je l'ai vendue immédiatement et j'ai gardé l'argent, ne respectant pas l'accord initial. Le juge m'a demandé, « Reconnaissez-vous avoir affirmé que vous utiliseriez l'argent pour acheter un appartement pour la famille ?» J'ai répondu calmement, « J'ai proposé l'idée de changer de maison, monsieur le juge. » Cependant, il n'existe aucun document contraignant qui m'obligeait à acheter un appartement en particulier ou à transférer de l'argent à monsieur Mathieu. Lorsque nous avons signé la donation, le notaire leur a expliqué très clairement que j'aurais plein pouvoir et la pleine propriété sur le bien. Mathieu a frappé la table. « Tu mens. Tu as dit que l'argent resterait un bien commun et que je serais cotitulaire du compte bancaire. » Sophie a allumé un enregistreur sur la table. Alors, je prie monsieur Mathieu de bien vouloir réécouter la conversation tenue chez le notaire. Dans l'enregistrement, on entendait parfaitement le notaire demander à chacun s'il donnait la propriété librement et s'il y avait des conditions ou des obligations annexes. La voix de Madame Carmen sonnait ferme, « Je le donne de ma propre volonté. Que ma belle-fille en soit la titulaire, c'est comme si mon fils l'était. » Puis on entendait Mathieu, « J'accepte de céder ma part entière, sans condition. » Le visage de Mathieu s'est durci. Sophie a fourni le procès-verbal de remise signé par lui et sa mère, le contrat de vente avec monsieur Dubois, les justificatifs de paiement et le certificat que la maison était libre de charge. Ma cliente ne s'est pas approprié l'immeuble unilatéralement. La partie demanderesse a donné volontairement, a accepté la vente de manière explicite et a signé la remise des clés. Le fait qu'il s'attendait à ce que ma cliente donne l'argent à monsieur Mathieu était un accord verbal sans base juridique, a argumenté Sophie. L'avocat adverse a répliqué, mais le but réel de la donation a été dissimulé par votre cliente. Sophie a souri. Dans ce cas, je prie la partie demanderesse de fournir les preuves de ce supposé nouvel appartement qu'ils allaient acheter. Où est le compromis de vente? De quelle promotion immobilière parlons-nous? Combien coûtait-il et qui était le vendeur? La salle est restée silencieuse car le seul appartement réservé était au nom d'Hélène dans le quartier du Marais. J'ai sorti de mon dossier une copie du compromis de vente du Marais et le justificatif du virement des 30 000 € fait par Mathieu à Hélène. J'ai dit, c'est l'appartement que Mathieu voulait acheter avec l'argent de la vente de notre maison. La titulaire n'est ni sa mère ni moi. C'est mademoiselle Hélène. Madame Carmen, terrifiée, s'est tournée vers son fils. Mathieu, tu m'as dit que cet appartement était pour moi. Mathieu a répondu trop rapidement,
Elle n'est que la titulaire temporaire. Avec cette phrase, il venait de confirmer inconsciemment qu'il connaissait l'existence du contrat. J'ai posé sur la table les photos de leur mariage en Corse, le message où Hélène exigeait les 150 000 € et la transcription de leur discussion téléphonique. J'ai regardé fixement Mathieu. Vous m'accusez d'utiliser la tromperie pour voler la maison. Mais c'est vous qui projetiez d'utiliser le foyer familial et l'argent de votre épouse pour construire un nid d'amour à votre maîtresse. Mathieu s'est levé d'un bond. Tu m'as espionné? Tu as violé mon droit à la vie privée. Je lui ai répondu froidement, les documents étaient dans un meuble de ma propre maison. Les messages sont apparus sur l'écran de votre téléphone devant moi. Et ce que vous avez avoué par téléphone, c'était de votre propre volonté. Je n'ai rien volé. Le juge a demandé à Mathieu de s'asseoir et a annoncé que la plainte nécessitait une enquête plus approfondie, mais qu'à première vue, il n'y avait aucun indice que j'avais commis une escroquerie par fraude procédurale. Mes comptes n'allaient pas être bloqués et le contrat de vente conservait sa validité. Mathieu venait de perdre sa carte la plus importante. À la fin de l'audience préliminaire, il m'a acculé dans le couloir. Camille, veux-tu vraiment détruire ma vie? J'ai regardé celui qui avait été autrefois le centre de mon monde. Je ne veux pas te détruire, j'ai simplement cessé d'être ton bouclier. Il a baissé la voix. Paie-moi ces 150 000 €, je signerai le divorce et je disparaîtrai de ta vie. Je lui ai demandé, ces 150 000 €, c'est pour sauver ton entreprise ou pour sauver l'appartement d'Hélène? Il a serré les dents. La demande de divorce est déposée. Que tu signes ou non, le juge tranchera selon la loi. Juste à ce moment-là, le téléphone de Mathieu a sonné. En décrochant, il est devenu livide. La voix à l'autre bout de la ligne criait « Mathieu, le conseil d'administration a exigé un audit urgent. Il y a un trou de 50 000 € transféré à l'entreprise d'Hélène sans justificatifs légaux. Tu dois venir donner des explications immédiatement. » Mathieu m'a regardé avec horreur dans les yeux. Pour la première fois, il a compris que perdre la maison n'était que le début. Tout l'argent qu'il avait détourné en secret était ce qui allait vraiment couler sa carrière professionnelle pour toujours. Mathieu est sorti du tribunal en courant presque immédiatement. Je suis resté dans le couloir à le regarder disparaître derrière la porte vitrée. En quelques jours seulement, l'homme qui marchait toujours avec un air de supériorité et de confiance, courait maintenant désespérément, poursuivi par ses propres secrets. Sophie s'est approchée de moi. L'audit, ce n'est pas toi qui l'as demandé, n'est-ce pas? Je secoue la tête. J'ai seulement fourni des preuves liées à mon propre argent. Je n'ai jamais divulgué de documents internes de son entreprise aux actionnaires. Sophie réfléchit. Sûrement que quelqu'un de l'intérieur surveillait ses mouvements depuis un certain temps. En voyant que l'appartement n'était pas payé et que la crise a éclaté entre Mathieu et Hélène, quand le navire a commencé à couler, les autres ont essayé de se sauver. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Les relations forgées sur la base de l'argent s'effondrent dès que celui-ci disparaît. Cet après-midi-là, à l'hôtel, j'ai reçu l'appel d'un des actionnaires majoritaires de l'entreprise de Mathieu. Monsieur Durand, fondateur initial du projet, m'a dit « Je vous appelle pour vérifier une chose. » Mathieu a déclaré que ces 50 000 € envoyés à l'entreprise d'Hélène étaient des frais de campagne marketing que vous aviez vous-même approuvés. J'ai répondu « Je n'ai jamais su ni approuver ces paiements. » En fait, les 10 000 € que je lui ai donnés de mes économies, il m'a dit que c'était pour résoudre un problème de liquidité du projet principal. Monsieur Durand est resté silencieux quelques secondes. Nous avons vérifié. Presque tout l'argent envoyé à l'entreprise de cette femme n'a aucun rapport de travail pour le justifier, et une partie de ce capital a été utilisée directement pour payer un acompte immobilier. J'ai regardé par la fenêtre. Si vous pensez qu'il y a détournement de fonds ou fraude interne, procédez comme la loi le dicte. J'exige seulement que mon patrimoine personnel soit dissocié de ces manœuvres. Monsieur Durand m'a remercié et a raccroché. Je n'ai ressenti aucune victoire. La carrière de Mathieu ne s'est pas effondrée à cause de moi. Elle s'est effondrée parce qu'il a abusé de la confiance de sa femme, de ses actionnaires et de ses collègues pour financer sa double vie. Cette nuit-là, Hélène est apparue à mon hôtel. Elle ne savait pas dans quelle chambre j'étais,
alors elle est restée à attendre dans le hall jusqu'à ce que la réceptionniste me prévienne. Sophie m'a recommandé de ne pas descendre, mais j'ai accepté de la voir à condition de le faire à la cafétéria, où il y avait des caméras de sécurité. Hélène était assise dans un coin, pâle, défaite et sans trace de la bague en diamant à son doigt. En me voyant, elle s'est levée d'un bond. « Dis à Mathieu d'arrêter, s'il te plaît. » Je me suis assise en face d'elle. « Qu'est-ce qu'il fait ?» Elle a regardé autour d'elle et a baissé la voix. « Il veut m'entraîner dans une clinique pour me faire des tests de paternité. Il dit que si le bébé n'est pas de lui, il me prendra jusqu'au dernier centime. » J'ai demandé avec tout le calme du monde, « Et le bébé est de lui ?» Hélène a baissé la tête et a serré son ventre. « Je ne sais pas avec certitude. » Une réponse si courte qui disait tout. « Tu voyais Alexandre pendant que tu sortais avec Mathieu, n'est-ce pas ?» Elle s'est mise à pleurer. Mon histoire avec Alexandre n'était pas complètement terminée. Ce jour-là, j'ai trop bu et peu après, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais Mathieu avait toujours rêvé d'avoir des enfants. Quand je lui ai dit que ça pouvait être le sien, il n'a pas hésité à me croire. « Ta mère ne t'a pas dit que les dates ne collaient pas ?» Hélène a essuyé ses larmes. Je pensais attendre sa naissance pour voir ce qui se passerait. S'il ressemblait à Mathieu, personne ne se douterait de rien. Sinon, je dirais que les enfants changent beaucoup en grandissant. J'ai regardé la femme que j'avais autrefois considérée comme ma meilleure amie et je n'ai vu qu'une inconnue. Elle n'aimait pas Mathieu, elle voulait seulement un homme avec de l'argent, une maison dans un bon quartier et quelqu'un prêt à assumer la responsabilité qui incombait à un autre. Hélène m'a pris les mains sur la table. « Aide-moi cette fois, je t'en supplie. Si tu rends un peu d'argent à Mathieu, il se calmera. Dès que son entreprise passera l'audit, je te jure que je partirai et tu ne me reverras plus jamais. » J'ai retiré mes mains. « Tu ne comprends toujours pas. Je n'ai pas besoin que tu disparaisses pour récupérer Mathieu. Je ne le veux plus. » Sa voix s'est brisée. « Alors, pourquoi nous as-tu poussé à cette extrémité ?» Je l'ai regardé fixement dans les yeux. « Je ne t'ai pas forcé à te marier en secret avec le mari de ton ami. Je ne t'ai pas forcé à me voler de l'argent pour t'acheter un appartement, et certainement pas à utiliser un enfant de père inconnu pour faire chanter une autre personne. » Hélène est restée silencieuse. J'ai continué, « Tout ce qui se passe n'est pas une vengeance que j'ai orchestrée. C'est simplement la conséquence des décisions que tu as prises toi-même. » Son ton a soudainement changé, devenant rancunier. « Toi non plus, tu n'es pas une sainte. Tu savais tout et tu as fait l'idiote pour qu'on signe et qu'on te donne la maison. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es monstrueuse ?» J'ai hoché la tête. « Peut-être suis-je plus monstrueuse que cette petite femme soumise que vous méprisiez tant. Mais au moins, je n'ai pas détruit la famille de mon ami pour ensuite jouer à la victime. » Hélène s'est levée d'un bond. Avant de partir, elle s'est retournée et a craché, « Mathieu ne te laissera pas tranquille. Il m'a dit que si tu ne lui rendais pas l'argent, il publierait tout ça pour que tu ne puisses plus jamais trouver de travail. » Cette même nuit, des dizaines de publications ont explosé sur plusieurs réseaux sociaux. Le contenu m'accusait d'avoir manipulé ma belle-mère âgée pour qu'elle me cède la maison, de voler près de 400 000 € et de m'enfuir à Marseille. Les publications ne mentionnaient à aucun moment Hélène, ni l'appartement de luxe dans le Marais, ni l'argent que Mathieu avait volé de son entreprise. Pour l'opinion publique qui ne connaissait pas la vérité, j'étais une belle fille cupide, froide et méchante. Mon téléphone s'est rempli d'insultes de personnes anonymes et de quelques connaissances qui ont cru au mensonge. Certains ont même tagué ma nouvelle entreprise à Marseille en demandant mon licenciement. Je lisais les commentaires, les mains glacées. Sophie m'a appelé. N'entrant aucun cas dans des discussions sur Internet. Nous avons déjà envoyé une mise en demeure exigeant qu'il supprime ces diffamations. Nous allons y aller à fond. J'ai demandé, « Tu crois que l'entreprise à Marseille changera d'avis ?» Je ne sais pas encore. Mais le département des ressources humaines veut te voir demain à la première heure. Je suis restée seule dans la chambre d'hôtel, ressentant pour la première fois une vraie peur depuis que j'avais quitté mon ancienne maison. Mathieu avait perdu son argent, son entreprise, et était sur le point de perdre Hélène. Maintenant, comme une bête blessée, il voulait m'entraîner au fond avec lui,
emportant ma réputation et mon avenir. Mais il oubliait un petit détail. Je n'étais plus cette femme prête à baisser la tête et à endurer en silence. Le lendemain matin, j'ai mis le tailleur que j'avais gardé rangé pendant 3 ans, avec tous les dossiers sous le bras, je me suis présentée dans les bureaux de ma nouvelle entreprise à Marseille. Je ne savais pas si ce qui m'attendait derrière cette porte était l'opportunité de reconstruire ma vie ou si elle se refermerait brutalement sur moi. La salle de réunion était au 18e étage, entourée d'immenses baies vitrées. Je me suis assise en face du directeur des ressources humaines, du directeur juridique de l'entreprise et de la femme qui m'avait fait passer l'entretien initial. Aucun ne semblait agressif, mais l'extrême prudence dans leur regard montrait clairement que le cirque médiatique avait causé un énorme préjudice. Le directeur des RH a posé un dossier sur la table. Madame Camille, notre entreprise respecte la vie privée de tous ses employés. Cependant, les rumeurs qui circulent affirment que vous avez profité de la bonne foi de votre belle-mère pour lui escroquer un logement de près de 400 000 €. Nous devons entendre votre version des faits avant de prendre une décision définitive. Je ne me suis pas précipitée pour donner des excuses immédiatement. J'ai ouvert ma mallette et j'ai sorti l'acte de donation notarié, le procès-verbal explicatif des droits, le contrat de vente, les virements bancaires, la plainte pénale de Mathieu et la résolution ultérieure du tribunal rejetant les mesures conservatoires. J'ai dit, je comprends parfaitement que vous ne puissiez pas croire ma parole sur parole. C'est pourquoi j'ai apporté tous les documents officiels vérifiables. Le directeur juridique a analysé l'acte de donation avec beaucoup d'attention. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi votre mari et votre belle-mère accepteraient de vous céder entièrement la propriété? J'ai répondu, ils voulaient utiliser mon nom pour vendre la maison avec plus de facilité fiscale et logistique, et avec cet argent, investir dans un bien immobilier au nom de la maîtresse de mon mari. Ils étaient absolument convaincus que même si la propriété était à mon nom, je n'oserais jamais leur désobéir. J'ai déposé sur la table le compromis de vente de l'appartement du Marais au nom d'Hélène et les reçus du virement des 30 000 €. La salle a été plongée dans un silence tendu. La recruteuse a parcouru les photos du mariage en Corse et a laissé échapper un soupir. Vous connaissiez cette situation avant la signature du changement de propriétaire? J'ai acquiescé. Oui, je l'ai découvert avant, mais j'ai décidé de ne pas les affronter à ce moment-là. J'avais besoin de gagner du temps pour rassembler des preuves et assurer une sortie légale et protégée de mon mariage. Le DRH a demandé, vous reconnaissez donc avoir caché votre intention de vendre la maison et de garder l'argent? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je reconnais ne pas leur avoir annoncé mes plans de demander le divorce, mais la donation de la propriété a été réalisée devant un notaire de manière transparente. Ils ont été informés explicitement qu'après la signature, j'aurai la pleine faculté de disposer de l'immeuble. Je n'ai falsifié aucune signature, n'ai contraint personne, et n'ai soustrait aucun centime en dehors de ce qui m'a été légalement accordé. Le directeur juridique a légèrement hoché la tête. D'un point de vue documentaire et juridique, il n'y a aucune base pour affirmer qu'il existe un délit d'escroquerie procédurale ou d'abus de confiance. Les litiges concernant la liquidation des biens communs devront être tranchés par le tribunal de la famille compétent. J'ai joint mes mains. Je comprends que l'entreprise doit préserver son image publique. Si vous considérez que ma situation personnelle peut compromettre la firme, j'accepterai sans protester la résiliation de mon contrat. La recruteuse a demandé soudainement, regrettez-vous d'avoir géré les choses de cette façon? Je pris quelques secondes pour réfléchir. Je regrette d'avoir abandonné ma carrière professionnelle pendant si longtemps. Je regrette d'avoir été trop conciliante, croyant que baisser la tête me ferait respecter. Mais ce que je ne regrette absolument pas, c'est d'avoir protégé la part du patrimoine qui me revient légalement et de m'être échappé d'une mascarade de mariage remplie de mensonges. Elle a soutenu mon regard et s'est tournée vers ses collègues. La délibération a duré près d'1 heure. Finalement, le directeur des RH m'a communiqué que l'entreprise ne révoquerait pas mon contrat. Cependant, je devais leur fournir le jugement définitif dès que le divorce serait prononcé. En entendant cela, la tension accumulée sur mes épaules s'est complètement dissipée. Je me suis levée et j'ai légèrement baissé la tête. Je vous remercie profondément de m'avoir donné l'occasion de m'expliquer. En descendant dans l'ascenseur, j'ai observé mon reflet dans le métal poli des portes.
Il y a 3 ans, j'avais renoncé à mon ambition en pensant que ma belle famille m'apprécierait pour cela. Aujourd'hui, c'était cette même carrière professionnelle qui me rendait ma dignité. Mais la tempête n'était pas encore passée. À midi, Sophie m'a informé que les messages diffamatoires sur Internet avaient été tracés jusqu'à une adresse IP gérée par un employé de l'agence d'Hélène. Son cabinet avait déjà émis une mise en demeure exigeant la rétractation publique et le retrait du contenu sous menace de plainte pour injures et calomnies. En parallèle, les résultats de l'audit de l'entreprise de Mathieu ont été dévastateurs. Plus de 50 000 € avaient été transférés sous des motifs fictifs. Le conseil d'administration a décidé de suspendre Mathieu de toutes ses fonctions et de l'écarter de la direction pour déterminer les responsabilités civiles ou pénales. À peine 1 heure plus tard, le scandale a éclaté. Hélène a publié sur ses réseaux un message audio. On l'entendait pleurer et accuser Mathieu de l'avoir forcé à mettre l'entreprise de relations publiques à son nom et de l'obliger à simuler ce mariage promotionnel en Corse. Elle assurait que l'argent avait toujours été géré par lui. Mathieu, se sentant acculé, a contre-attaqué en divulguant des captures d'écran d'Hélène lui exigeant de voler mon argent pour payer l'appartement, accompagné d'audios dans lesquels elle admettait ses doutes sur la paternité du bébé. Ceux qui, quelques semaines auparavant, se juraient un amour éternel en secret, se déchiraient maintenant publiquement pour sauver leur propre peau. En milieu d'après-midi, Mathieu m'a appelé d'un numéro masqué. Il n'y avait plus de cris dans sa voix. Il semblait détruit, épuisé et aphone. Camille, j'ai rompu avec Hélène définitivement. Je sais que j'ai mal agi. Retire la demande de divorce. Nous pouvons encore repartir de zéro. J'ai regardé le tailleur que j'avais préparé pour mon premier jour officiel de travail et j'ai répondu, tu veux repartir de zéro parce que tu m'aimes encore ou parce que ton entreprise t'a licencié, qu'Hélène t'a trahi et que ta mère est sur le point de se retrouver à la rue? Il y a eu un silence. Ce silence confirmait ce que je savais déjà. Au bout d'un moment, il a murmuré, « Ma mère est très fragile, elle veut juste te voir une dernière fois pour te demander pardon. » J'ai répondu froidement, « Quand j'avais 40 de fièvre et qu'elle m'a fait laver les draps à la main, elle ne m'a pas demandé pardon. Quand elle gardait les photos de ton autre mariage dans son tiroir, elle ne m'a pas non plus demandé pardon. Des excuses maintenant ne peuvent plus rien réparer. Camille, ne te reste-t-il vraiment plus aucun sentiment pour moi? » J'ai fermé les yeux. Il fut un temps où je t'aimais plus que moi-même, mais cette femme est restée enfermée dans cette vieille maison. Et j'ai raccroché. Cette même nuit, Sophie m'a transmis le projet d'accord final de divorce. Mathieu avait accepté de signer à l'amiable, car son avocat l'avait prévenu qu'aller en justice ne ferait qu'aggraver les choses, en révélant officiellement tout le détournement financier et les preuves d'infidélité, ce qui compliquerait sa situation avec les actionnaires. Selon l'accord ratifié, le montant de la vente de l'appartement était considéré comme un bien propre en grande partie suite à la donation notariée, mais je m'engageais à déduire et à rembourser la moitié des mensualités hypothécaires qu'il aurait payées avec des fonds communs pendant le mariage. Toujours dûment justifié. En retour, j'exigeais le remboursement immédiat de mes économies, les 10 000 €, et la restitution de la valeur des boucles d'oreilles en or de ma mère, utilisées illicitement pour l'appartement d'Hélène. En raison de la situation économique précaire de Mathieu, ce montant serait versé en plusieurs fois, sous le contrôle du tribunal. En échange, je renonçais à réclamer des pensions compensatoires ou à participer à la liquidation de l'entreprise. Les responsabilités découlant du détournement de fonds vers le compte d'Hélène étaient une affaire exclusive entre lui, les actionnaires et la justice française. 3 jours plus tard, sous une fine bruine typique du climat parisien, a eu lieu l'acte de conciliation et de signature. Je suis arrivée au tribunal 15 minutes avant. Sophie, assise à côté de moi, passait en revue les annexes de la convention de divorce. Tous les titres de propriété, reçus de vente, justificatifs de paiement et les preuves incriminantes de la fraude de son projet parallèle étaient sur la table. Mathieu est arrivé peu après. Il avait complètement perdu cette arrogance d'homme à succès qui croyait dominer le monde entier d'une seule main. Son costume était trop grand et plein de plis, les cheveux en désordre, le regard absent. Il semblait avoir vieilli de 10 ans d'un coup. Madame Carmen n'était pas présente. L'avocat de Mathieu a justifié que son état de santé était fragile et qu'elle résidait actuellement avec des cousins éloignés dans un village en périphérie.
Mathieu a pris place en face de moi, m'a observé attentivement et m'a demandé dans un murmure, « Sérieusement ? Tu n'as rien d'autre à me dire ?» J'ai fermé le dossier que j'avais devant moi. Tout ce qu'il y avait à dire est déjà couché sur ce papier. Il a baissé les yeux. Sa voix était rauque. J'ai déjà reçu les résultats des tests. L'enfant n'est pas de moi. Je n'ai montré aucune surprise. Ce n'est plus mon problème. Mathieu a entrelacé ses mains avec force. Hélène est partie de Paris. Elle m'a laissé toutes les dettes de son agence et a bloqué mon numéro. Le contrat de l'appartement du Marais a été résilié pour défaut de paiement et elle a perdu les 30 000 € d'acompte. Il a levé les yeux vers moi. Camille. J'ai absolument tout perdu. Le greffier a commencé à lire l'accord final à haute voix. Le bien immobilier familial légalement donné avait été vendu conformément à la loi. Après liquidation des impôts, des frais de notaire, du séjour à l'appart-hôtel de sa mère et du remboursement de la part correspondante de l'hypothèque, le solde net de la vente resterait ma pleine propriété. D'autre part, Mathieu était obligé de restituer mon capital privé et la valeur des bijoux maternels par des paiements échelonnés et supervisés. Concernant l'enquête pénale sur sa gestion dans l'entreprise, elle était étrangère à la présente procédure familiale. La convention de divorce a été placée devant lui. Mathieu ne touchait pas le stylo. Il a demandé, « Si ce jour-là, je n'avais pas rencontré Hélène, penses-tu que nous aurions vieilli ensemble ?» J'ai observé les gouttes de pluie glisser sur la vitre de la salle. Probablement, mais la vie ne se régit pas par ce qui aurait pu se passer, mais par les choix que nous faisons consciemment. Il a baissé la tête. Je suis désolé. Pardonne-moi. J'attendais d'entendre ses excuses depuis des mois, mais maintenant qu'elles étaient enfin prononcées, je n'ai ressenti ni douleur, ni colère, ni grand réconfort. Seulement la paix. Je lui ai répondu, « J'accepte tes excuses, mais je ne reviendrai pas avec toi. » Mathieu a fermé les yeux, d'un trait tremblant, a signé le document. J'ai apposé ma signature ensuite. Dès que l'encre a séché, 4 ans de mariage ont été légalement ensevelis dans les archives d'un tribunal. En sortant du tribunal, je n'ai pas regardé en arrière. Dans le couloir, Sophie m'a serré fort dans ses bras. C'est fini. J'ai appuyé mon front sur son épaule et, pour la première fois en des semaines, je me suis permis de verser quelques larmes. Je ne pleurais pas de chagrin d'avoir perdu Mathieu. Je pleurais pour la femme qui avait renoncé à sa carrière, à ses amitiés et à son estime de soi pour supporter le poids d'un foyer pourri depuis ses fondations. Cet après-midi-là, j'ai pris un train pour retourner à Marseille. Le lendemain, j'ai inauguré mon nouveau bureau au sein du cabinet. Ma première tâche a consisté à analyser en profondeur un contrat complexe de fusion-acquisition. Face aux paragraphes légaux denses et fastidieux sur l'écran de l'ordinateur, mes mains ont légèrement tremblé, mais il n'a fallu que 5 minutes pour que mes connaissances, mon instinct et mes compétences, enfouies pendant 3 ans, ressurgissent avec toute leur force. En 2 mois, j'ai réussi ma période d'essai avec succès. 6 mois plus tard, j'ai pu louer un joli appartement près des bureaux. Ce n'était pas un palais luxueux, mais chaque chaise, chaque tasse et chaque pot de fleurs avait été choisi à mon goût personnel. Personne ne me criait dessus parce que son infusion était brûlante. Personne ne me reprochait de ne pas mettre d'enfant au monde. Personne n'exigeait que je me sacrifie quotidiennement pour mériter le droit de dormir sous un toit. Une douce nuit de printemps, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Madame Carmen. Sa voix n'était qu'un fil fatigué. Camille, ma fille. Je voulais juste te demander pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je l'ai laissé parler sans l'interrompre. Elle a avoué qu'elle était au courant de la romance entre son fils et Hélène depuis le début. Elle l'avait couverte uniquement parce qu'elle était désespérée d'avoir un petit-fils et croyait que la maîtresse serait, elle, capable de le concevoir. Quand le château de cartes s'est effondré, elle s'est enfin rendue compte que la personne qui s'était sincèrement occupée d'elle toutes ces années était précisément la femme qu'elle avait traitée avec la plus grande cruauté. J'ai répondu, « Je ne vous en veux plus, Carmen, mais à partir de maintenant, chacun doit vivre avec les conséquences de sa propre vie. » Elle s'est mise à pleurer à l'autre bout du fil. Je ne lui ai pas raccroché au nez, mais je n'ai pas non plus promis de revenir ou de garder le contact.
Pardonner à quelqu'un ne signifie pas lui accorder le droit de revenir dans votre vie pour vous blesser. 1 an exactement après le divorce, l'entreprise m'a nommée directrice adjointe du département juridique. Ce même jour, j'ai acheté un bouquet de pivoine blanche pour le poser sur mon bureau et je me suis offert un week-end en solitaire sur la côte marseillaise. Debout face à l'immensité de la mer Méditerranée, je me suis remémoré cet instant où j'avais découvert les photos cachées dans ce sombre tiroir en bois. À cette minute, j'ai senti que ma vie était arrivée à son terme, mais il s'est avéré que c'est précisément à ce moment-là que ma vraie vie a commencé. Cette histoire m'a appris que la bonté absolue doit toujours avoir des limites infranchissables, car céder sans mesure ne fait qu'encourager les autres à considérer nos sacrifices comme une obligation imposée. J'ai compris que nous soyons hommes ou femmes, nous ne devons jamais céder complètement notre indépendance professionnelle et nous devons avoir une connaissance et un contrôle constant sur le patrimoine du mariage. Lorsqu'une infidélité ou une trahison profonde est révélée, la colère explosive et les vengeances aveugles n'apportent que des dommages collatéraux supplémentaires. La seule façon sûre de se protéger est de conserver un sang-froid de fer et de s'appuyer strictement sur la loi et les tribunaux. Car un toit partagé ne peut jamais être considéré comme un véritable foyer si le sacrifice incombe à une seule partie et si les autres perçoivent l'amour comme un simple outil pour en tirer avantage.